Née dans la rue, elle a appris à écouter les moteurs comme on déchiffre des secrets. Un jour, un millionnaire la défia de réparer une voiture que personne ne parvenait à sauver. Il y avait du sabotage derrière les pannes et quelqu'un à l'intérieur même de l'entreprise du millionnaire était le traître. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Dans les rues pavées du Vieux Lyon, là où les façades ocre et terracotta s'élèvent comme des sentinelles silencieuses, une jeune fille se faufilait entre les passants pressés. Amélie Rousseau n'avait pas connu la chaleur d'un foyer stable, ni la douceur d'une famille aimante. Son histoire commençait dans les ruelles étroites de la Croix-Rousse, ce quartier ouvrier perché sur la colline qui surplombe la ville. Sans papier complet, sans adresse fixe, elle était devenue invisible aux yeux d'un système qui ne savait que faire d'elle. À 15 ans, Amélie avait déjà vécu plusieurs vies. Son visage fin, encadré par des cheveux châtains souvent emmêlés, portait une expression qui oscillait entre méfiance et curiosité insatiable. Ses yeux, d'un bleu profond comme la Saône au crépuscule, semblaient toujours chercher quelque chose au-delà de l'horizon immédiat. Elle dormait où elle pouvait, sous les arches des ponts, dans les recoins oubliés des traboules lyonnaises, ces passages secrets qui traversent les immeubles, et chaque matin, elle se réveillait avec la même compagne fidèle, la faim. Ce qui distinguait Amélie des autres enfants des rues, c'était son don. Un talent brut, instinctif, presque surnaturel. Là où d'autres voyaient des objets cassés, elle discernait des possibilités. Une boîte de conserve abandonnée devenait entre ses mains agiles un outil pour réparer un vélo. Un morceau de fil électrique trouvé dans une poubelle se transformait en solution ingénieuse pour fixer un appareil défectueux. Mais son véritable génie se révélait lorsqu'elle était près des moteurs. « C'est comme s'il me parlait », confiait-elle parfois à Marcel, un vieux clochard qui partageait souvent son feu de fortune. « Je comprends ce qu'ils essaient de dire quand personne d'autre ne les écoute. » Marcel hochait la tête, convaincu qu'Amélie était soit folle, soit extraordinaire. Peut-être les deux. Chaque jour, Amélie gravissait la colline pour rejoindre le quartier de Vèze, où se trouvait son sanctuaire, l'atelier de Monsieur Lambert, un petit garage familial niché entre une boulangerie et un café. Là-bas, dissimulée, derrière des piles de pneus usés, elle observait les mécaniciens à l'œuvre. Au début, il l'avait chassée, agacée par cette présence furtive, mais le vieux Lambert avait fini par la tolérer, amusé par cette gamine qui semblait fascinée par le balai des clés et des tournevis. « Elle ne fait de mal à personne », avait-il dit à ses employés. Et puis elle garde les chats errants loin de l'atelier. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Amélie absorbait chaque geste, chaque diagnostic, chaque réparation comme une éponge. Elle mémorisait les sons des moteurs en difficulté, identifiait les pièces défectueuses avant même que les mécaniciens ne les localisent, et développait dans sa tête un catalogue complet de solutions potentielles. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées des platanes tombaient sur les quais du Rhône, Amélie fut témoin d'une scène qui allait changer sa vie. Une berline de luxe s'était immobilisée juste devant l'atelier de Lambert, de la fumée s'échappant du capot. Le conducteur, un homme d'affaires à l'air important, gesticulait avec agitation tandis que le mécanicien de service secouait la tête, perplexe. « C'est le 3e cette semaine », grommela Lambert. Tous des véhicules sortant de chez Lefebvre Automobile. Le nom résonna dans l'esprit d'Amélie. Lefebvre Automobile, la prestigieuse concession située sur les quais de Saône, ce temple brillant dédié aux voitures les plus luxueuses d'Europe. Elle en avait entendu parler, bien sûr, mais n'avait jamais osé s'en approcher. Ces lieux appartenaient à un autre monde, un univers interdit aux gens comme elle. « Je ne comprends pas », continuait Lambert. « Ces voitures sont supposées être les meilleures du marché. Comment peuvent-elles tomber en panne si facilement ?» Amélie s'approcha discrètement, écoutant le moteur de la berline qui tout sautait comme un vieillard asthmatique. Ses doigts la démangeaient. Elle savait, elle sentait ce qui n'allait pas. C'était comme entendre une fausse note dans une symphonie. « C'est l'injecteur », murmura-t-elle. Lambert se retourna, surpris. « Quoi ? L'injecteur » répéta Amélie, plus fort cette fois. « Il y a un problème avec le système d'injection. Et aussi avec le, comment vous l'appelez, le capteur de pression d'huile. » Le vieux mécanicien fronça les sourcils, puis se pencha sous le capot. Après quelques minutes d'inspection, il se redressa, l'air stupéfait.
Comment as-tu su ça? Petite? Amélie haussa les épaules. Je l'ai entendu, le moteur le dit si on sait écouter. Ce jour-là, au lieu de la chasser, Lambert lui offrit un sandwich et lui permit de rester pour observer la réparation. Pour la première fois, elle put voir de près ce qu'elle n'avait jusqu'alors qu'espionné de loin. C'était comme si on lui avait ouvert les portes d'une cathédrale. Les jours suivants, d'autres voitures de luxe défectueuses arrivèrent chez Lambert. Toutes venaient de la même concession, toutes présentaient des problèmes similaires. Et chaque fois, Amélie était là, silencieuse mais attentive, offrant parfois des diagnostics si précis que même les mécaniciens expérimentés en restaient bouche bée. « Cette gamine a un don », confiait Lambert à sa femme le soir. Si seulement elle avait eu une chance dans la vie. Un dimanche de novembre, alors que la brume matinale enveloppait encore les toits de Lyon, Amélie décida de suivre son instinct. Elle traversa la Saône par le pont Bonaparte et se dirigea vers les quais où se dressait la façade imposante de Lefebvre Automobile. C'était jour de fermeture, mais elle savait que certains employés seraient à présent pour l'entretien des véhicules. La vitrine principale exposait une Ferrari d'un rouge éclatant, si brillante qu'elle semblait capturer et amplifier la moindre parcelle de lumière. Amélie resta figée, hypnotisée par cette vision. Ce n'était pas seulement une voiture. C'était une œuvre d'art, une promesse, un rêve tangible mais inaccessible. Elle s'approcha jusqu'à ce que son souffle crée de petits nuages de buée sur la vitre. Ses yeux suivaient les courbes aérodynamiques, les jantes polies, le cuir délicat de l'habitacle. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas l'homme qui l'observait depuis l'intérieur. « Tu aimes les belles voitures, on dirait. » La voix la fit sursauter. C'était un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu d'un costume sur mesure. Ses cheveux poivre et sel étaient coiffés avec précision, et ses yeux gris semblaient calculer constamment. Je regardais juste, balbutia Amélie, prête à s'enfuir. « Je m'appelle François Lefebvre, » dit l'homme avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Cette concession porte mon nom. » Amélie hocha la tête, incapable de parler. Elle aurait dû partir, disparaître comme elle savait si bien le faire. Mais quelque chose la retenait, peut-être l'attrait magnétique des voitures, peut-être la curiosité de comprendre pourquoi tant d'entre elles tombaient en panne. « Et toi, comment ?»« T'appelles-tu » demanda Lefebvre. « Amélie » répondit-elle simplement, omettant délibérément son nom de famille qu'elle utilisait rarement. Lefebvre l'examina de la tête aux pieds, notant ses vêtements usés, ses mains sales mais étonnamment délicates, et surtout ce regard intense qui ne quittait pas les voitures. « Tu n'es pas venu pour acheter, je présume, » dit-il avec un petit rire. « Non, monsieur. »« Alors pourquoi es-tu là, Amélie ?» Elle hésita, puis décida que la vérité était sa meilleure option. « J'ai vu beaucoup de vos voitures en panne chez monsieur Lambert. Je voulais comprendre pourquoi. » Le visage de Lefebvre se durcit imperceptiblement. « Tu t'intéresses à la mécanique ?»« Oui, monsieur, beaucoup. » À cet instant, la porte de la concession s'ouvrit brusquement, et un jeune homme en uniforme d'employé apparut, l'air contrarié. « Monsieur Lefebvre, cette personne vous importune. Je peux la faire partir. »« Non, Philippe, » répondit Lefebvre sans quitter Amélie des yeux. « Cette jeune fille et moi avons une conversation intéressante. En fait, j'aimerais qu'elle entre. » Philippe parut scandalisé, mais s'écarta pour laisser passer son patron et cette étrange visiteuse. Amélie franchit le seuil avec l'impression de traverser une frontière invisible entre deux mondes. L'intérieur de la concession était encore plus impressionnant que l'extérieur. Marbre au sol, éclairage sophistiqué, et partout, des voitures qui valaient chacune plus que tout ce qu'Amélie pourrait espérer gagner en une vie. « Alors comme ? Ça, tu t'intéresses à nos problèmes mécaniques ?» demanda Lefebvre en la guidant à travers l'exposition. « C'est un sujet qui m'intéresse également, vois-tu, particulièrement depuis quelques semaines. » Il l'emmena vers l'arrière du bâtiment, là où se trouvait l'atelier. Contrairement à celui de Lambert, tout ici était impeccable, high-tech, presque clinique. Plusieurs mécaniciens en uniforme blanc travaillaient en silence sur des véhicules de luxe. « Nous avons un problème, » continua Lefebvre. « Un problème que mes meilleurs experts n'arrivent pas à résoudre. » Il désigna une Maserati noire garée à l'écart. « Cette voiture est revenue 4 fois en 2 semaines. Nous avons tout vérifié, tout remplacé. Et pourtant, Amélie observait la voiture avec une intensité presque palpable. Quelque chose en elle
résonnait avec ce mystère mécanique. « Aimerais-tu y jeter un œil ?» proposa Lefebvre, surprenant tous les employés présents qui échangèrent des regards incrédules. « Monsieur, » intervint l'un des mécaniciens, « vous ne pouvez pas sérieusement envisager de laisser cette fille toucher à une Maserati 4 portes ?»« Et pourquoi pas, Antoine ?» répliqua Lefebvre. « Vous avez tous échoué. Qu'avons-nous à perdre ?» Le silence tomba sur l'atelier, comme un voile lourd. Tous les regards étaient braqués sur Amélie, qui se tenait immobile devant la Maserati noire. Elle pouvait sentir le mépris dans les yeux des mécaniciens en uniforme, leur incrédulité face à l'audace de François Lefebvre. Mais plus que tout, elle sentait l'appel silencieux de la voiture, comme un patient qui attendait qu'on diagnostique son mal. « Alors, Amélie ?» insista Lefebvre. « Acceptes-tu le défi ?» Elle hésita, consciente de l'enjeu. D'un côté, l'humiliation potentielle, la confirmation de ce que tous pensaient déjà, qu'elle n'était qu'une vulgaire gamine des rues qui devrait être chassée de ce temple automobile. De l'autre, une opportunité qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. « Je veux bien essayer », dit-elle finalement, sa voix à peine audible dans le vaste atelier. Un ricanement étouffé s'éleva de l'un des coins. Antoine, le chef mécanicien, ne prenait même pas la peine de cacher son dédain. « Qu'on lui donne une blouse », ordonna Lefebvre, ignorant la réaction de son employé, « et tout ce dont elle aura besoin. » On lui tendit une blouse blanche, bien trop grande pour elle. Amélie l'enfila, retroussant les manches qui tombaient sur ses mains. Elle se sentait comme une imposture, mais dès qu'elle s'approcha de la voiture, cette sensation s'estompa. Il n'y avait plus qu'elle et le mystère. « Mécanique à résoudre. Pouvez-vous démarrer le moteur ?» demanda-t-elle à Antoine. Le mécanicien lança un regard à Lefebvre qui acquiesça. Avec un soupir exagéré, Antoine s'installa au volant et tourna la clé. Le moteur V8 s'éveilla avec un rugissement qui fit vibrer le sol, puis se stabilisa en un ronronnement profond et régulier. Amélie ferma les yeux, se concentrant uniquement sur le son. Pour les autres, c'était simplement le bruit impressionnant d'un moteur italien de haute performance. Pour elle, c'était une symphonie complexe, où chaque note, chaque vibration racontait une histoire. « Il y a une irrégularité », murmura-t-elle, toutes les 20 secondes environ, comme un battement manqué. Antoine roula des yeux, mais Lefebvre fit un geste pour qu'il se taise. Amélie continua son écoute, puis demanda qu'on accélère légèrement. Le changement de régime révéla de nouvelles nuances dans le comportement du moteur. « Coupé », dit-elle après quelques minutes. Le silence revint, presque assourdissant, après le grondement du V8. Amélie se dirigea vers la boîte à outils, sélectionnant avec assurance plusieurs instruments comme si elle avait fait ça toute sa vie. En réalité, elle n'avait jamais touché à une voiture aussi sophistiquée, mais les principes fondamentaux restèrent les mêmes. « Je peux ouvrir le capot ?» demanda-t-elle. Antoine s'exécuta, visiblement irrité par cette situation qu'il jugeait absurde. Le capot se souleva, révélant le cœur technologique de la bête italienne. Amélie se pencha, scrutant l'agencement complexe des composants. Ses yeux vifs repérèrent immédiatement plusieurs détails intrigants. « Ces connecteurs ?» dit-elle en pointant une section du moteur. « Ils semblent neufs, plus récents que le reste. »« Bien sûr qu'ils sont neufs, » intervint Antoine. « Nous avons remplacé toute l'unité de contrôle électronique la semaine dernière. » Amélie hocha la tête, continuant son inspection méthodique. Ses doigts fins suivaient les câbles, vérifiaient les connexions, testaient la résistance de certaines pièces. Elle travaillait avec une concentration absolue, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. « Puis-je voir l'historique des réparations ?» demanda-t-elle après une vingtaine de minutes. Cette requête sembla surprendre tout le monde. Lefebvre fit un signe à Philippe, qui disparut dans le bureau et revint avec un dossier épais. Amélie le parcourut rapidement, ses yeux s'attardant sur certaines entrées. « Cette voiture a eu beaucoup de problèmes pour un modèle récent, » observa-t-elle, « et presque tous concernent les systèmes électroniques ou le circuit d'alimentation. » Elle retourna au moteur, cette fois avec une idée plus précise de ce qu'elle cherchait. Ses mouvements devenaient plus assurés, plus ciblés. Elle demanda plusieurs outils spécifiques qu'Antoine lui fournit avec réticence. Après une heure d'investigation minutieuse, entrecoupée de courts essais moteurs, Amélie se redressa enfin. Son visage était maculé de traces d'huile, mais ses yeux brillaient d'une certitude nouvelle. « Je crois que j'ai trouvé », annonça-t-elle.
Ce n'est pas un problème unique, mais une combinaison de petits défauts qui créent une réaction en chaîne. Elle expliqua que certains capteurs donnaient des lectures erronées, parce qu'ils avaient été mal calibrés lors du dernier remplacement. De plus, il y avait une micro-fissure dans un conduit d'admission qui créait une perturbation dans le flux d'air, trop subtile pour être détectée par les diagnostics standards. Mais le vrai problème, continua-t-elle, c'est que certaines pièces ne sont pas d'origine. Un silence pesant s'abattit sur l'atelier. Antoine se raidit visiblement, tandis que Lefebvre plissait les yeux. « Que veux-tu dire » demanda ce dernier d'une voix basse. Ces composants, Amélie désigna plusieurs éléments du système d'injection, ils ressemblent aux pièces d'origine Maserati, mais ils sont légèrement différents. La qualité n'est pas la même. Ce sont des répliques, des imitations. Lefebvre s'approcha pour examiner les pièces qu'elle indiquait. Son visage restait impassible, mais une veine palpitait sur sa tempe. « Es-tu en train de suggérer que nous utilisons des pièces contrefaites ?»« Dans nos réparations ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. Amélie réalisa soudain la gravité de son accusation. Elle venait d'insinuer qu'une des concessions automobiles les plus prestigieuses de Lyon trichait avec ses clients. « Je dis seulement ce que je vois », répondit-elle, refusant de se rétracter malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Ces pièces ne sont pas authentiques, et c'est ce qui cause les problèmes récurrents. » Antoine s'avança, le visage rouge de colère. « C'est ridicule. Cette fille ne sait pas de quoi elle parle. Comment oserait-elle remettre en question nos méthodes de travail ?» Lefebvre leva une main pour l'arrêter. « Laisse-la finir, Antoine. » Encouragée par cette permission, Amélie poursuivit son explication. Elle montra comment les pièces de substitution créaient des incompatibilités subtiles avec les composants d'origine, provoquant des dysfonctionnements intermittents difficiles à diagnostiquer. Si vous remplacez ces éléments par des pièces authentiques et recalibrez tout le système, la voiture fonctionnera parfaitement, conclut-elle. Un long silence suivit sa présentation. Les mécaniciens échangeaient des regards inconfortables. Antoine semblait au bord de l'explosion, et Lefebvre observait Amélie avec une expression indéchiffrable. « Comment peux-tu être sûr que ces pièces ne sont pas d'origine » demanda finalement Lefebvre. « Le poids est légèrement différent, » expliqua Amélie. « La texture aussi, et les numéros de série ne correspondent pas au format standard de Maserati. J'ai vu des catalogues chez M. Lambert. » Lefebvre se tourna vers Antoine, une question silencieuse dans son regard. Le chef mécanicien détourna les yeux, mal à l'aise. « Très bien, » dit finalement Lefebvre. « Nous allons suivre tes recommandations, Amélie. Antoine, procure-toi des pièces certifiées Maserati et effectue les remplacements qu'elle a suggérés. » Antoine s'apprêtait à protester, mais le regard de son patron l'en dissuada. Il hocha sèchement la tête et s'éloigna pour passer les commandes nécessaires. « Quant à toi, » continua Lefebvre en se tournant vers Amélie, « j'aimerais que tu reviennes demain. Cette Maserati n'est pas la seule voiture qui nous pose problème ces derniers temps. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une invitation à revenir dans ce monde qui lui semblait si inaccessible? Ou Lefebvre cherchait-il simplement à l'utiliser pour confirmer ses soupçons? « Je ne sais pas si je peux, » répondit-elle, soudain consciente de sa réalité. Elle n'avait ni téléphone, ni adresse fixe, ni même la certitude de manger ce soir-là. Lefebvre sembla comprendre son hésitation. « Tu seras rémunéré pour ton temps, bien entendu, disons 100 € pour aujourd'hui, et 100 autres pour chaque jour où tu nous aideras. 100 €. C'était plus d'argent qu'Amélie n'en avait jamais possédé à la fois. Avec une telle somme, elle pourrait se payer une chambre d'hôtel pour plusieurs nuits, des repas chauds, peut-être même quelques vêtements propres. « D'accord, » accepta-t-elle. « Je reviendrai demain matin. »« Parfait, » sourit Lefebvre. « Philippe te montrera la sortie et te remettra ton paiement. » Alors qu'elle suivait Philippe vers la réception, Amélie jeta un dernier regard en arrière. Antoine la fixait avec une hostilité non dissimulée, tandis que Lefebvre était déjà penché sur le moteur de la Maserati, vérifiant lui-même les pièces qu'elle avait identifiées comme suspectes. En sortant de la concession, un billet de 100 € serré dans sa poche, Amélie fut frappée par l'étrangeté de sa situation. Ce matin encore, elle était une ombre, une fille des rues, que personne ne remarquait. Et maintenant, elle venait de pénétrer dans un monde de luxe et de mystère, utilisant un talent qu'elle n'avait jamais pu vraiment explorer. Ce soir-là,
Pour la première fois depuis des années, Amélie s'offrit une chambre dans une petite pension du Vieux-Lyon. Allongée sur un lit propre, elle fixait le plafond, incapable de dormir malgré le confort inaccoutumé. Quelque chose la troublait dans ce qu'elle avait découvert aujourd'hui. Ces pièces, contrefaites, n'avaient pas pu se retrouver dans des véhicules de luxe par accident. Quelqu'un les avait délibérément installées. Mais qui? Et pourquoi? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit lorsqu'un bruit la fit sursauter. Son téléphone, un vieux modèle d'occasion qu'elle venait d'acheter avec une partie de son argent, vibrait sur la table de nuit. Un message d'un numéro inconnu. « Ne reviens pas demain. Pour ta sécurité. » Amélie fixa l'écran, le cœur battant. Elle ne connaissait personne qui aurait pu avoir son numéro, qu'elle venait tout juste d'acquérir. Quelqu'un à la concession avait dû le noter lorsqu'elle l'avait donné pour recevoir son paiement. Était-ce une menace, un avertissement sincère, ou une tentative de l'éloigner parce qu'elle avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Après un moment d'hésitation, Amélie éteignit le téléphone et le glissa sous son oreiller. Elle était habituée aux dangers de la rue, aux intimidations, aux territoires qu'il valait mieux éviter. Mais cette situation était différente. Pour la première fois, elle avait trouvé un endroit où son don était valorisé, où ses capacités uniques pouvaient lui ouvrir des portes. Demain, malgré l'avertissement, elle retournerait chez Lefebvre. Automobile. Elle découvrirait qui avait installé ces pièces contrefaites et pourquoi. Car au-delà de l'argent, au-delà même de la fascination pour les voitures de luxe, Amélie avait trouvé quelque chose de plus précieux encore. Un but. Le lendemain matin, elle se réveilla avant l'aube. Après une douche chaude, un luxe, rare qu'elle savourait pleinement, elle enfila ses vêtements de la veille, désormais sa seule tenue présentable. Dans la salle à manger de la pension, elle dévora un petit déjeuner complet, consciente qu'elle aurait besoin de toutes ses forces pour affronter la journée qui s'annonçait. En sortant dans les rues encore désertes de Lyon, Amélie sentit une détermination nouvelle grandir en elle. Le message de la veille, loin de l'effrayer, avait renforcé sa conviction qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose d'important. Si quelqu'un voulait l'éloigner, c'était précisément parce qu'elle représentait une menace pour un système bien établi. Le trajet jusqu'à la concession lui prit une vingtaine de minutes. Alors qu'elle approchait du bâtiment imposant, elle remarqua une agitation inhabituelle pour cette heure matinale. Plusieurs voitures étaient garées devant l'entrée, dont un véhicule sérigraphié aux couleurs de la police municipale. Intriguée et légèrement inquiète, Amélie ralentit le pas. Que s'était-il passé? L'affaire des pièces contrefaites avait-elle déjà été signalée aux autorités? Ou s'agissait-il d'autre chose? Alors qu'elle hésitait sur la conduite à tenir, une silhouette familière émergea des portes vitrées de la concession. C'était François Lefebvre, accompagné de deux hommes en uniforme de police. Son visage habituellement impassible trahissait une préoccupation profonde. Leurs regards se croisèrent et Lefebvre s'immobilisa. Puis, après avoir échangé quelques mots avec les policiers, il se dirigea vers elle d'un pas décidé. « Amélie, » dit Lefebvre en arrivant à sa hauteur, « je ne m'attendais pas à te voir si tôt. » Son ton était mesuré, mais Amélie perçut une tension inhabituelle dans sa voix. Les deux policiers observèrent leur échange de loin, visiblement curieux. « J'ai reçu un message hier soir, » répondit-elle, décidant d'être directe. « Quelqu'un m'a conseillé de ne pas revenir. Ça m'a donné encore plus envie de le faire. » Un sourire fugace traversa le visage de Lefebvre. « Intéressant. Tu n'as pas idée de qui aurait pu t'envoyer ce message? » »« Non, mais je suppose que c'est quelqu'un qui n'apprécie pas que j'ai découvert ces pièces contrefaites. » Lefebvre jeta un regard vers les policiers, puis prit Amélie par le coude pour l'entraîner un peu plus loin, hors de portée d'oreille. « Écoute-moi bien, dit-il, à voix basse. La situation est plus compliquée que tu ne l'imagines. Ce matin, nous avons découvert que notre système informatique a été piraté. Quelqu'un a modifié nos bons de commande pour les pièces détachées. » Amélie fronça les sourcils. « C'est pour ça que la police est là. »« Oui, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Après ton départ hier, j'ai demandé à vérifier toutes les voitures récemment réparées. Tu avais raison. Beaucoup comportaient des pièces non conformes. » Il s'interrompit, semblant peser ses mots. « Ce que tu as découvert pourrait être lié à une affaire bien plus grave,
Des clients fortunés qui pensent acheter le meilleur se retrouvent avec des voitures potentiellement dangereuses. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait mis le doigt sur quelque chose de bien plus conséquent qu'un simple problème mécanique. « Comment puis-je aider ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son excitation malgré la gravité de la situation. Lefebvre la dévisagea longuement, comme s'il évaluait sa fiabilité. « Tu as un don, Amélie. Tu vois ce que mes mécaniciens expérimentés ne voient pas. J'ai besoin de toi pour examiner d'autres véhicules, identifier les pièces suspectes et m'aider à comprendre l'ampleur du problème. » Et il sortit une enveloppe de sa poche intérieure. « Voici 200 € d'avance. J'ai aussi pris la liberté de réserver une chambre à ton nom, à l'hôtel Le Royal, juste en face. C'est plus sûr que la pension où tu étais hier. » Amélie écarquilla les yeux. L'hôtel Le Royal était un établissement 5 étoiles, le genre d'endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé fréquenter. « Comment savez-vous où j'étais ?»« J'ai mes sources, » répondit Lefebvre avec un demi-sourire. « Disons que je préfère savoir avec qui je travaille, surtout quand il s'agit de quelqu'un d'aussi inhabituel que toi. » Cette révélation aurait dû l'inquiéter. Lefebvre l'avait manifestement fait suivre, mais étrangement, Amélie se sentit presque flattée. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la jugeait suffisamment importante pour s'intéresser à elle. « D'accord, » acquiesça-t-elle. « Quand commençons-nous ?»« Immédiatement. Mais pas ici. Les policiers vont rester toute la journée et j'ai d'autres concessions à Lyon. Je vais t'emmener à notre atelier principal à Confluence. » Ils retournèrent vers les policiers, à qui Lefebvre présenta Amélie comme une consultante technique, venue l'aider à évaluer l'étendue des dégâts. Les officiers ne posèrent pas de questions, bien que leurs regards suspicieux en disent long sur ce qu'ils pensaient de cette adolescente mal habillée présentée comme experte. Une demi-heure plus tard, Amélie se trouvait dans la voiture personnelle de Lefebvre, une élégante Bentley Continental, en route vers le quartier de Confluence, cette ancienne zone industrielle transformée en quartier moderne à la pointe de l'innovation. Le contraste entre le luxe de l'habitacle et sa propre condition ne lui échappait pas, mais pour une fois, elle se sentait presque à sa place, comme si elle avait toujours été destinée à plus que la vie de rue. « Tu n'as jamais pensé à suivre une formation en mécanique ?» demanda Lefebvre alors qu'il longeait les quais de Saône. Amélie laissa échapper un petit rire amer. Avec quel argent? Et quelle école accepterait une fille sans papier complet, sans adresse fixe, sans tuteur légal? Tu n'as vraiment personne, pas de famille. Ma mère est partie quand j'avais 8 ans. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Quant à mon père, je ne l'ai jamais connu. Lefebvre hocha la tête, songeur. Et pourtant, malgré tout, ça, tu as développé ce talent extraordinaire. C'est remarquable. Ils arrivèrent finalement à un imposant bâtiment moderne aux lignes épurées, dominé par une immense baie vitrée qui laissait entrevoir un atelier high-tech. Le logo de Lefebvre Automobile trônait au sommet, illuminé malgré la lumière du jour. À l'intérieur, l'atmosphère était radicalement différente de celle de la concession du centre-ville. Ici, tout était industriel, efficace, dédié exclusivement au service après-vente des véhicules de luxe. Une vingtaine de voitures étaient en cours de révision ou de réparation, chacune dans un espace délimité où s'affairaient des mécaniciens en uniforme. « Bienvenue dans notre vaisseau amiral », annonça Lefebvre avec une pointe de fierté. « C'est ici que nous prenons en charge les cas les plus complexes. » Il la conduisit vers un bureau en mezzanine qui surplombait l'atelier, offrant une vue panoramique sur l'ensemble des opérations. Là, il lui présenta Sophie Dumas, une femme d'une quarantaine d'années au regard vif et aux cheveux courts poivre et sel. « Sophie est notre directrice technique », expliqua Lefebvre. « Elle supervise toutes les opérations de maintenance et de réparation pour nos 6 concessions dans la région. » Sophie dévisagea Amélie avec curiosité, mais sans condescendance, ce qui constitua un changement rafraîchissant par rapport à l'attitude des autres employés qu'elle avait rencontrés jusqu'alors. « François m'a parlé de ton exploit d'hier, » dit-elle. « Peu de gens auraient pu détecter ces pièces contrefaites, même parmi nos experts. »« J'ai juste senti que quelque chose n'allait pas, » répondit Amélie, légèrement embarrassée par le compliment. « C'est exactement ce dont nous avons besoin, » intervint Lefebvre. « Quelqu'un qui sent les problèmes avant qu'ils ne deviennent évidents. Sophie, montre-lui ce que nous avons découvert ce matin. »
Sophie déploya une série de photographies sur le bureau. Elle montrait différentes pièces automobiles. Injecteurs, capteurs, composants électroniques, placés côte à côte. Pour un œil non averti, elles semblaient identiques, mais Amélie repéra immédiatement les différences subtiles. Celle de gauche est l'original, celle de droite est la contrefaçon, dit-elle sans hésitation, pointant chaque paire de pièces. Sophie et Lefebvre échangèrent un regard impressionné. « Exactement », confirma Sophie. « La question est, comment ces pièces se sont-elles retrouvées dans nos voitures? Nous avons des procédures strictes, des fournisseurs certifiés. Quelqu'un dans la chaîne d'approvisionnement fait des substitutions, suggéra Amélie. Les pièces originales sont probablement revendues au marché noir. C'est aussi notre théorie, acquiesça Lefebvre. Mais nous ignorons encore qui est impliqué. C'est pourquoi j'aimerais que tu examines plusieurs véhicules aujourd'hui discrètement, sans que les mécaniciens ne sachent exactement ce que tu cherches. Le plan était simple. Amélie passerait pour une stagiaire en observation, guidée par Sophie. En réalité, elle inspecterait méthodiquement chaque véhicule à la recherche de pièces suspectes, notant ses découvertes sur une tablette sécurisée que Sophie lui fournit. La matinée passa à une vitesse fulgurante. Amélie se sentait dans son élément, utilisant son don dans un environnement qui le valorisait enfin. Chaque voiture était un nouveau défi, un puzzle à résoudre. Et les résultats étaient alarmants. Sur les 12 véhicules qu'elle examina avant midi, 8 comportaient au moins une pièce contrefaite. Pendant la pause déjeuner, servie dans une salle de conférence privée, Lefebvre étudiait les données recueillies avec une inquiétude croissante. « C'est systématique », murmura-t-il, « pas aléatoire. Les pièces substituées sont toujours celles qui coûtent le plus cher et qui sont les moins susceptibles d'être vérifiées lors des contrôles de routine. Il y a un schéma, ajouta Sophie, qui analysait les données sur son ordinateur. Les substitutions semblent plus fréquentes sur certains modèles, notamment ceux qui sont exportés vers le Moyen-Orient. Amélie, qui savourait un repas gastronomique comme elle n'en avait jamais connu, écoutait attentivement. Une théorie commençait à se former dans son esprit. « Et si ce n'était pas seulement une question d'argent ?» suggéra-t-elle entre 2 bouchées de son filet de bœuf. « Et si quelqu'un essayait délibérément de saboter ses voitures ?» Lefebvre et Sophie se tournèrent vers elle, surpris par cette perspective. « Sabotage, dans quel but ?» demanda Lefebvre. « Je ne sais pas encore, » admit Amélie. « Mais certaines de ces pièces sont positionnées de manière à créer des défaillances spécifiques, comme si quelqu'un voulait que ces voitures tombent en panne à un moment précis, pas simplement économiser de l'argent. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'idée d'un sabotage délibéré ouvrait des perspectives inquiétantes. « Nous devons creuser cette piste, » décida finalement Lefebvre. « Si tu as raison, Amélie, nous faisons face à quelque chose de bien plus grave qu'une simple fraude. » L'après-midi fut consacré à des inspections encore plus minutieuses. Amélie ne se contentait plus d'identifier les pièces contrefaites. Elle analysait leur positionnement, leur interaction avec les systèmes environnants, cherchant à comprendre si une logique malveillante sous-tendait ces substitutions. Vers 16 heures, alors qu'elle examinait une Aston Martin fraîchement révisée, Amélie fit une découverte troublante. Dissimulé dans le faisceau électrique principal, un petit dispositif noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant émettait un léger bourdonnement. « Sophie » appela-t-elle, « pouvez-vous venir voir ça ?» La directrice technique s'approcha, suivie de près par Lefebvre qui ne s'était pas éloigné de la journée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie en se penchant sur le composant mystérieux. « Je ne suis pas sûre, » répondit Amélie. « Mais ce n'est certainement pas d'origine. On dirait presque un émetteur, » compléta Lefebvre, son visage soudain livide. « C'est un dispositif de traçage. » Il se redressa brusquement et fit signe à Sophie et Amélie de le suivre à l'extérieur. Une fois dans le parking, loin des oreilles indiscrètes, il s'expliqua. Si quelqu'un place des traceurs dans ses voitures, ce n'est pas seulement pour les faire tomber en panne, c'est pour savoir où elles se trouvent à tout moment. Vous pensez à quoi, des vols organisés ? Suggéra Sophie. Ou pire, répondit Lefebvre, ces voitures sont achetées par des diplomates, des hommes d'affaires, des personnalités publiques. Connaître leurs déplacements pourrait avoir une valeur inestimable pour certaines personnes. Amélie frissonna, réalisant soudain l'ampleur de ce qu'elle avait découvert.
Ce n'était plus une simple histoire de pièces détachées, c'était potentiellement une affaire d'espionnage ou de criminalité organisée. « Il faut prévenir la police », dit-elle spontanément. « Pas encore », trancha Lefebvre. « Nous devons d'abord comprendre qui, au sein de mon entreprise, est impliqué. Si nous alertons les autorités maintenant, le coupable pourrait s'enfuir ou détruire des preuves cruciales. Mais ces dispositifs sont déjà en circulation, » protesta Sophie. « Des vies pourraient être en danger. » Lefebvre semblait tiraillé entre différentes considérations. « D'accord, voilà ce que nous allons faire. Sophie, contacte discrètement les propriétaires des véhicules que nous avons identifiés. Comme compromis, invente une excuse pour les faire revenir immédiatement. Un rappel urgent, un problème de sécurité découvert par le constructeur, n'importe quoi. Pendant ce temps, Amélie et moi allons continuer notre enquête pour identifier la source. » Sophie acquiesça et retourna rapidement à l'intérieur. Lefebvre se tourna vers Amélie, son expression plus grave que jamais. « J'ai sous-estimé ton intuition, » admit-il. « Tu avais raison depuis le début. Il ne s'agit pas d'une simple fraude économique. »« Qui pourrait être derrière tout ça ?» demanda Amélie, encore sous le choc de leur découverte. « J'ai ma petite idée, » répondit Lefebvre, son regard se durcissant. « Mais avant de porter des accusations, j'ai besoin de preuves solides. Et pour ça, j'ai besoin que tu continues à m'aider. » Il consulta sa montre. « Il est presque 17 heures. Je vais te raccompagner à l'hôtel. Repose-toi et retrouvons-nous demain matin à 8 heures à la concession principale. D'ici là, je vais faire quelques recherches de mon côté. » Sur le trajet du retour, Amélie resta silencieuse, contemplant les eaux de la Saône qui scintillaient sous le soleil déclinant. En l'espace de 2 jours, sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. D'enfant des rues invisibles, elle était devenue un élément clé dans une enquête aux ramifications potentiellement internationales. Lorsque la Bentley s'arrêta devant l'hôtel Le Royal, Lefebvre lui tendit une carte magnétique. « Chambre. 412, indiqua-t-il. J'ai pris la liberté de faire livrer quelques vêtements. Tu trouveras aussi un nouveau téléphone sur la table de nuit, plus sécurisé que celui que tu as acheté hier. N'utilise que celui-là pour me contacter. » Amélie accepta la carte, submergée par cette sollicitude inattendue. « Merci, monsieur Lefebvre, pour tout. Appelle-moi François, » sourit-il. « Et c'est moi qui te remercie. Sans toi, nous n'aurions jamais découvert cette machination. » Alors qu'elle s'apprêtait à descendre de voiture, il ajouta « Une dernière chose, Amélie, fais attention. Ne parle à personne de ce que nous avons découvert. Même au sein de mon entreprise, je ne sais plus à qui je peux faire confiance. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Amélie alors qu'elle pénétrait dans le luxueux hall de l'hôtel. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui faisait confiance, vraiment confiance, avec quelque chose d'important. Cette responsabilité était à la fois grisante et terrifiante. Dans sa chambre, elle découvrit que quelques vêtements étaient un euphémisme. Une garde-robe complète l'attendait, des tenues décontractées aux plus élégantes, toutes à sa taille. Sur le lit king size, une enveloppe contenait encore 1 000 € en espèces avec un simple mot « pour les imprévus ». FL. Amélie s'approcha de l'immense fenêtre qui offrait une vue panoramique sur Lyon et ses 2 fleuves. Le soleil couchant baignait la ville d'une lumière dorée, transformant les toits et les monuments en une vision presque irréelle. Quelque part, dans cette ville qu'elle croyait connaître, se cachait une menace dont elle commençait à peine à mesurer l'ampleur. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'une jeune fille métamorphosée. Même avec ses vieux vêtements, elle se tenait différemment, plus droite, plus assurée. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Elle était entrée dans un monde dangereux, mais pour la première fois de sa vie, Amélie Rousseau avait trouvé sa place. La nuit fut étrange pour Amélie. Allongée dans ce lit immense et moelleux, entourée d'un luxe qu'elle n'avait jamais côtoyé, elle éprouvait un sentiment de décalage profond. Le contraste entre sa vie d'hier et celle d'aujourd'hui était si brutal qu'elle avait l'impression de vivre un rêve dont elle redoutait le réveil. Le sommeil la fuyait. Son esprit tournait en boucle, assemblant les pièces du puzzle comme elle l'aurait fait avec un moteur défectueux. Les pièces contrefaites, les traceurs dissimulés, le message d'avertissement sur son ancien téléphone. Qui était derrière tout cela? Et pourquoi François Lefebvre, homme d'affaires respecté, propriétaire d'un empire automobile, lui faisait-il confiance à elle, une fille des rues sans passé ni avenir?
Vers 3 heures du matin, incapable de rester immobile plus longtemps, Amélie se leva et s'approcha de la fenêtre. Lyon dormait, ponctué de lumières qui scintillaient comme des étoiles terrestres. Quelque part dans cette ville se trouvaient les réponses qu'elle cherchait, et peut-être aussi les dangers que le message avait évoqués. Au petit matin, après une douche revitalisante dans la salle de bain en marbre, Amélie choisit parmi les vêtements neufs une tenue simple mais élégante. Jean noir, chemisier blanc, veste légère. En se regardant dans le miroir, elle eut du mal à reconnaître la jeune fille qui, quelques jours plus tôt, fouillait les poubelles à la recherche de pièces mécaniques récupérables. À 8 heures précises, elle attendait devant la concession principale de Lefebvre Automobile. Le bâtiment semblait différent à la lumière du jour, moins intimidant, plus vulnérable. Les événements de la veille avaient de percer son aura d'invincibilité, révélant les failles dans ce temple du luxe automobile. François Lefebvre arriva quelques minutes plus tard, au volant d'une discrète Audi grise, bien différente de sa Bentley habituelle. « Monte », dit-il simplement en ouvrant la portière passager. Une fois qu'Amélie fut installée, il démarra sans un mot, prenant la direction de la périphérie de Lyon. « Nous ne retournons pas à l'atelier » demanda-t-elle, surprise par ce changement de programme. « Non, j'ai fait quelques découvertes cette nuit qui m'ont convaincu que nous ne devions pas nous montrer à la concession aujourd'hui. » Son ton était grave, son visage marqué par une nuit sans sommeil. « Qu'avez-vous découvert » Lefebvre jeta un coup d'œil dans son rétroviseur avant de répondre. « Que les dispositifs de traçage que tu as trouvés hier, ils émettent des signaux vers un serveur externe. J'ai engagé un expert en informatique pour remonter la piste. Et devine quoi? L'adresse IP appartient à une société écran qui a des liens avec Delancret International. Delancret, qui est-ce? Mon principal concurrent. Victor Delancret possède la plus grande chaîne de concessions de voitures de luxe dans le sud de la France. Nous nous livrons une guerre commerciale depuis des années, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait jusqu'à un sabotage industriel de cette ampleur. Amélie médita cette information. Vous pensez qu'il cherche à vous discréditer, à ruiner votre réputation en faisant tomber en panne les voitures que vous vendez. C'est plus complexe que ça, répondit Lefebvre en s'engageant sur l'autoroute. Les traceurs suggèrent un objectif plus sinistre. Delancret a des clients dans des cercles très fermés, dignitaires étrangers, grands industriels, personnalités médiatiques. Connaître leurs déplacements, c'est avoir accès à des informations potentiellement très lucratives. Amélie frissonna comprenant les implications. De l'espionnage industriel? Ou pire? Lefebvre serra les mains sur le volant. Mais je n'ai pas de preuves directes contre lui. Seulement des soupçons et cette connexion informatique qui pourrait être expliquée de 1000 façons. Ils roulèrent maintenant vers les monts du Lyonnais, s'éloignant de la ville pour s'enfoncer dans une campagne verdoyante. Après une trentaine de minutes, Lefebvre quitta l'autoroute pour emprunter une petite route sinueuse qui grimpait à flanc de colline. « Où allons-nous » demanda finalement Amélie, intriguée par ce détour inattendu. « Chez quelqu'un qui pourra nous aider. Un ancien ami, expert en sécurité informatique. Il a travaillé pour les services spéciaux avant de prendre sa retraite dans ce coin paisible. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à comprendre ce que trament exactement ces traceurs, c'est lui. » La route déboucha sur une propriété isolée, protégée par un imposant portail électronique. Lefebvre s'identifia via un interphone et les battants s'ouvrirent silencieusement. Une maison moderne aux lignes épurées apparut, nichée dans un écrin de verdure. Sur la terrasse, un homme d'une 60aine d'années les attendait, vêtu avec une élégance décontractée qui contrastait avec son environnement rural. « François, quel plaisir inattendu !» salua-t-il alors qu'il descendait de voiture. Son regard curieux s'attarda sur Amélie. « Et tu nous amènes de la compagnie. Amélie, je te présente Mathieu Beaulieu, ancien de la DGSE et le meilleur expert en cybersécurité que je connaisse. Mathieu, voici Amélie Rousseau, la jeune prodige qui a découvert toute cette affaire. » Mathieu haussa un sourcil intrigué. « Vraiment? Entrez donc, nous serons mieux à l'intérieur pour discuter. » L'intérieur de la maison était aussi impressionnant que l'extérieur, minimaliste mais chaleureux, dominé par d'immenses baies vitrées qui offraient une vue spectaculaire. Sur la vallée, un pan de mur entier était occupé par des écrans d'ordinateur et du matériel électronique sophistiqué. « Mon petit laboratoire », expliqua Mathieu en suivant le regard d'Amélie.
La retraite ne signifie pas l'inactivité. Ils s'installèrent dans le salon, et Lefebvre sortit de sa sacoche un petit objet noir, l'un des traceurs qu'Amélie avait découvert. « Voilà ce que nous avons trouvé caché dans plusieurs de nos véhicules haut de gamme », expliqua-t-il. En plus de pièces contrefaites qui provoquent des pannes régulières. Mathieu examina le dispositif avec attention, le tournant entre ses doigts experts. « Sophistiqué », murmura-t-il. « Bien plus que ce qu'on trouve habituellement sur le marché. Vous permettez que je l'ouvre ?» Sans attendre la réponse, il se dirigea vers son laboratoire et commença à démonter minutieusement l'appareil avec des outils de précision. Amélie le suivit, fascinée par sa méthode qui lui rappelait sa propre approche des problèmes mécaniques. Après plusieurs minutes d'un silence concentré, Mathieu émit un sifflement admiratif. Ce n'est pas un simple traceur GPS, c'est un dispositif multifonction qui peut non seulement suivre le véhicule, mais aussi intercepter les communications à l'intérieur de l'habitacle et, plus inquiétant encore, interférer avec certains systèmes électroniques de la voiture. « Interférer ?» répéta Lefebvre, alarmé. « Tu veux dire qu'il peut prendre le contrôle du véhicule ?»« Pas totalement, mais il pourrait par exemple désactiver les freins ABS à un moment critique ou couper momentanément l'assistance électrique de la direction. » Mathieu releva la tête, son expression grave. « François, ce n'est pas un simple outil d'espionnage, c'est potentiellement une arme. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les implications dépassaient largement ce qu'elle avait imaginé. « Qui fabrique ce genre d'équipement ?» demanda-t-elle finalement. « Pas beaucoup de personnes, » répondit Mathieu. « C'est du matériel quasi militaire. Je reconnais certains composants utilisés par une entreprise israélienne spécialisée dans la sécurité défensive. Mais ils ne vendent qu'à des gouvernements ou des agences agréées. » Alors comment Delancret aurait-il pu se les procurer? Demanda Lefebvre. Par des canaux détournés, évidemment. Ou peut-être travaille-t-il avec quelqu'un qui a des connexions gouvernementales. Mathieu connecta le dispositif à l'un de ses ordinateurs. Laissez-moi analyser son firmware. Ça pourrait nous donner des indices sur son origine exacte. Tandis que Mathieu s'affairait, Amélie ne pouvait s'empêcher de repenser au message d'avertissement qu'elle avait reçu. Quelqu'un au sein même de l'organisation de Lefebvre savait ce qui se passait et avait tenté de la mettre en garde. Était-ce par bienveillance ou pour protéger le complot? « François, » dit-elle doucement, « avez-vous une idée de qui dans votre entreprise pourrait être impliqué ?» Lefebvre soupira profondément. « J'ai dressé une liste de suspects potentiels pendant la nuit, des personnes qui ont accès aux véhicules pendant les réparations, qui connaissent nos systèmes de sécurité qui pourraient avoir été approchés par Delancret. Et le nom qui revient sans cesse est celui d'Antoine Mercier, mon chef mécanicien, celui qui t'a accueilli avec tant d'hostilité le premier jour. » Amélie hocha la tête, pas vraiment surprise. L'attitude d'Antoine avait été suspecte dès le début. « Il travaille pour moi depuis 15 ans, » continua Lefebvre, visiblement troublé par cette possibilité. « Je lui ai fait confiance avec les véhicules les plus précieux, les clients les plus exigeants. Parfois, les trahisons viennent des personnes les plus proches, » intervint Mathieu sans lever les yeux de son écran. « Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Ah, voilà qui est intéressant. » Ils se rapprochèrent pour voir ce qu'il avait découvert. Sur l'écran s'affichaient des lignes de code que Mathieu parcourait avec attention. Ce firmware contient une signature numérique cachée. Un ego trip du programmeur, sans doute. Il pointa une séquence particulière. Voyez ces caractères? C'est un nom codé en hexadécimal. Traduit en texte normal, ça donne « renard ». « Renard », répéta Lefebvre. « Ça ne me dit rien. »« À moi non plus, » admit Mathieu. « Mais c'est un indice. Et il y a autre chose. » Il continua à faire défiler le code. « Ce dispositif est programmé pour envoyer ces données à intervalles réguliers vers une adresse IP spécifique. Je peux essayer de la localiser. » Quelques manipulations plus tard, une carte apparut sur l'écran avec un point clignotant. « Lyon », constata Amélie. « Pas très loin de la concession principale. »« Précisément ?»« Dans le quartier de la Part-Dieu », précisa Mathieu. « L'immeuble Oxygène, si je ne me trompe pas. » Lefebvre écarquilla les yeux. « Delancret a des bureaux dans cet immeuble. C'est là qu'il gère ses opérations européennes. »« Voilà qui confirme tes soupçons, » dit Mathieu. « Mais nous avons besoin
de preuves plus solides si tu veux l'attaquer en justice. Ces informations pourraient avoir été obtenues par des moyens, disons, non conventionnels. Qu'est-ce que tu suggères? Une approche plus directe. Nous savons maintenant que ces dispositifs communiquent avec un serveur dans les bureaux de Delancret. Si nous pouvions accéder à ce serveur, ou au moins intercepter les communications qu'il reçoit. Comment? Demanda Amélie. On ne peut pas simplement entrer dans leur bureau et demander gentiment à voir leur serveur d'espionnage. Un sourire malicieux se dessina sur le visage de Mathieu. Non, mais nous pouvons peut-être utiliser leur propre technologie. Contre eux. Il se tourna vers un autre écran et commença à travailler rapidement, ses doigts volant sur le clavier. Ces traceurs sont conçus pour être discrets, mais ils doivent nécessairement émettre des signaux. Si je peux modifier celui-ci pour qu'il envoie un code spécial, une sorte de cheval de Troie numérique, tu pourrais accéder à leur système, compléta Lefebvre, une lueur d'espoir dans les yeux. Exactement. Mais pour cela, il faudrait que ce traceur modifié soit installé dans une voiture qui passerait suffisamment près de leur bureau pour établir une connexion directe. Leur réseau interne est probablement isolé d'Internet par mesure de sécurité. Lefebvre réfléchit un instant. Delancret organise une réception demain soir pour célébrer le lancement d'une nouvelle gamme de véhicules électriques. L'événement a lieu dans leurs locaux de la part Dieu. J'ai reçu une invitation, bien sûr, mais je n'avais pas prévu d'y aller. C'est l'occasion parfaite, s'enthousiasma Mathieu. Tu pourrais t'y rendre avec une voiture équipée de notre traceur modifié. Pendant que tu distrais l'assistance avec ta présence inattendue, le dispositif ferait son travail. C'est risqué, objecta Amélie. S'ils découvrent ce que nous faisons, toute opération d'infiltration comporte des risques, concéda Mathieu. Mais c'est notre meilleure chance d'obtenir des preuves concrètes contre Delancret. Lefebvre semblait peser le pour et le contre. D'accord, décida-t-il finalement. Mais je n'irai pas seul. Amélie m'accompagnera. Moi, s'exclama-t-elle, surprise. À une réception mondaine pleine de gens riches et importants? Pourquoi pas? Tu as prouvé ta valeur plus que quiconque ces derniers jours, et puis personne ne s'attendra à ce que j'amène une jeune assistante. Ce sera une distraction supplémentaire. Amélie n'était pas convaincue. L'idée de se retrouver dans un environnement aussi étranger à son monde habituel l'intimidait profondément. Mais l'excitation de participer activement à la résolution de cette énigme l'emportait sur ses craintes. « D'accord, accepta-t-elle, mais je n'ai rien à me mettre pour ce genre d'événement. » Lefebvre sourit. « Je crois que parmi les vêtements que j'ai fait livrer à ton hôtel, il devrait y avoir une ou deux tenues de soirée. » Mathieu les observait avec un amusement non dissimulé. « Eh bien, voilà qui promet d'être intéressant. Pendant que vous jouerez les espions mondains, je préparerai notre petit cheval de Troie numérique. Revenez me voir demain matin et tout sera prêt. » Alors qu'il se préparait à repartir, Mathieu prit Amélie à part. « Cette histoire est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air, jeune fille. Si Delancret est prêt à installer des dispositifs potentiellement létaux dans des véhicules, il ne reculera devant rien pour protéger ses secrets. »« Je sais, » répondit-elle simplement. « Mais pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte vraiment. » Sur le trajet du retour vers Lyon, Amélie resta silencieuse, contemplant le paysage qui défilait. Sa vie avait basculé en quelques jours à peine, l'entraînant dans une spirale d'événements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. De la rue au salon mondain, des moteurs défectueux à une conspiration internationale, le contraste était si vertigineux qu'il en devenait presque irréel. « À quoi penses-tu » demanda Lefebvre, brisant le silence qui s'était installé. « Je me demande pourquoi vous me faites confiance, » répondit-elle honnêtement. « Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. » Lefebvre sourit légèrement. « J'ai toujours eu un bon instinct pour juger les gens. Et puis, quand on a passé autant d'années que moi dans les affaires, on développe un sixième sens pour repérer les talents exceptionnels. Tu as un don, Amélie. Pas seulement pour la mécanique, mais pour voir ce que les autres ne voient pas. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et peut-être que je me reconnais un peu en toi. J'ai commencé avec rien, moi aussi. Pas dans la rue, certes, mais dans un petit village de la Drôme où personne ne croyait en mes rêves de grandeur. Si quelqu'un m'avait donné ma chance à l'époque, comme je le fais pour toi maintenant. » Cette confession inattendue toucha Amélie plus qu'elle, ne voulait l'admettre. François Lefebvre n'était peut-être pas le riche businessman froid et calculateur
qu'elle avait imaginé au premier abord. Lorsqu'ils arrivèrent à Lyon, le soleil commençait à décliner, teintant la ville d'une lumière dorée. Lefebvre déposa Amélie devant l'hôtel Le Royal. « Repose-toi bien ce soir, lui conseilla-t-il. Demain, nous passons à l'offensive. » Amélie acquiesça et sortit de la voiture. Alors qu'elle s'apprêtait à refermer la portière, Lefebvre ajouta « Oh, et Amélie ? Vérifie dans ton armoire, je crois que la robe verte t'ira particulièrement bien pour demain soir. » Avec un sourire énigmatique, il démarra laissant Amélie seule sur le trottoir à la frontière de deux mondes qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir concilier. Le lendemain matin, après une nuit traversée de rêves tumultueux où des voitures de luxe se transformaient en monstres mécaniques, la poursuivant dans les rues de Lyon, Amélie se réveilla avec une détermination renouvelée. Dans la salle de bain luxueuse de sa chambre d'hôtel, elle contempla son reflet dans le miroir, cherchant encore la fille des rues qu'elle avait été quelques jours plus tôt. Cette Amélie-là semblait s'effacer progressivement, remplacée par une jeune femme au regard plus assuré, prête à affronter l'inconnu. Conformément au plan établi, François Lefebvre vint la chercher à 10 heures. Il semblait reposé et déterminé, comme si la perspective d'affronter son rival lui avait redonné une énergie nouvelle. « Prête pour notre petite aventure d'espionnage ?» demanda-t-il avec un sourire qui ne masquait pas entièrement sa tension. « Aussi prête qu'on peut l'être quand on s'apprête à infiltrer une soirée mondaine pour démasquer un complot industriel, » répondit Amélie, tentant d'alléger l'atmosphère. Ils retournèrent chez Mathieu Beaulieu, qui les accueillit dans son laboratoire, où il avait passé la nuit à préparer leur opération. 3 écrans affichaient des lignes de code complexes, tandis qu'un 4e montrait un plan détaillé de l'immeuble Oxygène. « J'ai modifié notre petit mouchard », annonça-t-il en leur présentant le dispositif qui ressemblait en tout point à celui qu'ils avaient découvert dans les voitures. Une fois activé, il émettra un signal spécial qui devrait me permettre d'accéder brièvement à leur réseau. J'aurai besoin d'environ 10 minutes pour extraire les données pertinentes. Une fois la connexion établie. « Et comment saurai-je quand il faut l'activer » demanda Lefebvre. « Il s'activera automatiquement dès que vous serez à proximité de leur réseau. Votre seule mission est de vous garer aussi près que possible de l'entrée principale de l'immeuble et de rester sur place au moins 15 minutes. » Mathieu leur tendit un petit boîtier noir. « Ceci vous indiquera quand le transfert sera terminé. Une lumière verte s'allumera. » Il se tourna ensuite vers un ordinateur portable qu'il referma et tendit à Amélie. « Tu garderas ça avec toi. Il est programmé pour recevoir les données que j'extrairai du réseau de Delancret. Considère-le comme notre police d'assurance. » Amélie prit l'ordinateur avec précaution, consciente de l'importance de ce qu'il pourrait bientôt contenir. « Une dernière chose, » ajouta Mathieu en les raccompagnant vers la sortie. « Si les choses tournent mal, si vous sentez le moindre danger, abandonnez tout et partez immédiatement. Aucune information ne vaut de risquer votre sécurité. » Sur le trajet, du retour vers Lyon, Lefebvre expliqua à Amélie comment se comporter lors de la soirée. La plupart des invités seront des clients fortunés, des représentants des constructeurs automobiles, quelques célébrités locales. Personne ne te connaît, alors reste simple. Tu es ma nouvelle consultante technique, une prodige que j'ai récemment recrutée. Et si on me pose des questions techniques, réponds honnêtement. Ton savoir est authentique, et personne ne s'attendra à ce qu'une jeune recrue connaisse tous les détails de notre industrie. Ils passèrent le reste de la journée à peaufiner leur stratégie. Lefebvre avait fait préparer une Ferrari 812 GTS, un choix audacieux et provocateur pour se rendre chez son principal concurrent. Le traceur modifié fut soigneusement dissimulé dans le système électronique de la voiture, indétectable, sans une inspection approfondie. À 18 heures, Amélie commença à se préparer dans sa chambre d'hôtel. Comme Lefebvre l'avait suggéré, elle trouva une robe de soirée verte émeraude, simple mais élégante, accompagnée d'escarpins assortis et d'une fine parure de bijoux en argent. Se voir ainsi vêtue était une expérience surréaliste, comme si elle enfilait la peau d'une autre personne, une version d'elle-même issue d'une réalité alternative où la rue et la faim n'avaient jamais fait partie de son quotidien. À 20 heures précises, Lefebvre frappa à sa porte. Il portait un smoking noir parfaitement ajusté qui accentuait sa silhouette athlétique. Ses cheveux poivre et sel étaient coiffés avec précision et une montre discrète mais visiblement coûteuse ornait son poignet.
Tu es magnifique, dit-il simplement en la voyant. Amélie rougit légèrement, peu habituée aux compliments. Merci, j'espère que je ne ferai pas tâche dans ce monde qui n'est pas le mien. Au contraire, tu seras la seule personne authentique dans cette assemblée. De faux semblants. Il lui tendit un petit sac de soirée. Pour l'ordinateur de Mathieu. La Ferrari attendait devant l'hôtel, attirant les regards admiratifs des passants et des clients. Amélie s'installa côté passager, appréciant le luxe de l'habitacle en cuir. « Finci, prête ?» demanda Lefebvre en mettant le contact. « Prête » confirma-t-elle, même si son cœur battait à tout rompre. Le moteur V12 rugit puissamment, et la voiture s'élança dans les rues de Lyon, se dirigeant vers le quartier moderne de la Part-Dieu. L'immeuble Oxygène se dressait comme un phare urbain, ses façades de verre illuminées formant un contraste saisissant avec le ciel nocturne. Une file de voitures luxueuses attendait devant l'entrée, déversant leurs occupants élégamment, vêtus sur un tapis rouge improvisé. « Showtime !» murmura Lefebvre en s'engageant dans la file d'attente. Un voiturier s'approcha dès qu'ils s'immobilisèrent. Lefebvre lui remit les clés avec une recommandation spéciale. « Gardez-la près de l'entrée, je pourrais avoir besoin de partir rapidement. » Un billet discrètement glissé avec les clés assura que sa demande serait respectée. Alors qu'ils montèrent les marches menant à l'entrée, Amélie sentit tous les regards se tourner vers eux. La présence de François Lefebvre à un événement organisé par son rival créait déjà la sensation qu'ils espéraient. À l'accueil, une hôtesse élégante consulta la liste des invités, puis releva la tête avec surprise. « Monsieur Lefebvre, nous ne vous attendions pas. » « Une invitation est une invitation, n'est-ce pas ?» répondit-il avec un sourire charmeur. « Je n'aurais pas manqué l'occasion de voir ce que mon ami Victor a encore inventé. » L'hôtesse hocha la tête, visiblement mal à l'aise, puis les dirigea vers l'ascenseur panoramique qui menait au dernier étage où se déroulait la réception. « Victor de Lancret va avoir une attaque en te voyant, » chuchota Amélie, alors que les portes se refermaient. « C'est exactement ce que j'espère, » sourit Lefebvre. Plus il sera déstabilisé, moins il fera attention à ce qui se passe réellement. L'ascenseur s'ouvrit sur un vaste espace transformé en salle de réception luxueuse. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur Lyon illuminée, tandis qu'au centre, plusieurs voitures électriques au design futuriste étaient exposées sur des plateformes tournantes. Un quatuor à cordes jouait discrètement dans un coin, et des serveurs en livrée circulaient avec des plateaux de champagne et d'amuse-bouche. Leur entrée ne passa pas inaperçue. Des murmures se propagèrent dans l'assemblée comme une onde. De choc, et plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction. Lefebvre se comportait comme s'il était parfaitement à sa place, saluant quelques visages connus avec une aisance calculée. François, quelle surprenante apparition! La voix forte et légèrement théâtrale appartenait à un homme d'une 60aine d'années, grand et mince, aux cheveux blancs parfaitement coiffés. Il s'avançait vers eux avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Victor, » répondit Lefebvre avec une cordialité tout aussi feinte, « je n'aurais manqué ton petit événement pour rien au monde. Félicitations pour ces modèles électriques, tu rattraperas peut-être un jour mon avance dans ce domaine. » Le sourire de Lancret se crispa imperceptiblement, toujours aussi modeste, à ce que je vois. Son regard se posa sur Amélie. « Et qui est cette charmante jeune personne ?» « Amélie Rousseau, ma nouvelle consultante technique, » présenta Lefebvre, « un véritable prodige de la mécanique. Amélie, voici Victor de Lancret, un collègue de longue date. »« Enchanté, monsieur de Lancret, » dit poliment Amélie, soutenant le regard inquisiteur de l'homme. « Consultante technique? Si jeune? François aurait-il enfin compris qu'il faut savoir, se renouveler pour survivre dans notre industrie. » Le ton était badin, mais l'intention clairement condescendante. Parfois, la fraîcheur du regard est plus précieuse que l'expérience, répondit Amélie sans se démonter, surtout quand certaines pratiques obsolètes persistent dans le milieu. De Lancret plissa légèrement les yeux, comme s'il tentait de déterminer si cette remarque contenait un sous-entendu. « Eh bien, j'espère que vous apprécierez notre soirée, mademoiselle Rousseau. N'hésitez pas à examiner nos nouveaux modèles. Vous pourriez y apprendre quelque chose. » Il se tourna à nouveau vers Lefebvre. « Nous devons absolument discuter de ce projet de salon automobile à Genève, François. J'ai des idées qui pourraient t'intéresser. » « Bien sûr, acquiesça Lefebvre. Mais d'abord, laisse-moi admirer tes merveilles technologiques et saluer quelques connaissances. »
Delancret s'inclina légèrement. Nous nous retrouverons plus tard alors. Profitez de la soirée. Alors qu'il s'éloignait pour accueillir d'autres invités, Lefebvre se pencha vers Amélie. Il est nerveux, il se demande pourquoi je suis vraiment là. Et ce Antoine Mercier, votre chef mécanicien suspect, est-il présent? Lefebvre balaya discrètement la salle du regard. Je ne le vois pas, mais gardons l'œil ouvert. Ils se mêlèrent aux invités. Lefebvre présentant Amélie comme sa protégée, une jeune prodige qu'il avait personnellement prise sous son aile. À sa grande surprise, Amélie se découvrit un talent inattendu pour la conversation mondaine. Son expertise technique authentique impressionnait les connaisseurs, tandis que sa fraîcheur et sa franchise désarmaient les plus sceptiques. Tout en socialisant, elle gardait un œil sur le petit boîtier que Lefebvre avait glissé dans la poche intérieure de sa veste, celui qui devait indiquer quand le transfert de données serait terminé. Jusqu'à présent, la lumière restait obstinément rouge. Après environ une demi-heure de ce manège, Amélie s'excusa pour se rendre aux toilettes, emportant son sac contenant l'ordinateur portable. C'était l'occasion de vérifier si Mathieu avait réussi à établir une connexion. Dans l'intimité d'une cabine, elle ouvrit l'appareil et constata qu'aucune donnée n'avait encore été reçue. Le plan fonctionnait-il? En sortant des toilettes, elle eut la surprise de tomber nez à nez avec Antoine Mercier, le chef mécanicien de Lefebvre. Il portait un costume visiblement inconfortable pour lui et semblait aussi surpris qu'elle de cette rencontre. « Vous » s'exclama-t-il, ses yeux s'étrécissant avec suspicion. « Que faites-vous ici? Je pourrais vous poser la même question, » répliqua Amélie, gardant son sang-froid. « Je ne savais pas que M. Lefebvre avait invité toute son équipe. » Antoine eut un rire sec. « Il ne m'a pas invité. J'ai reçu une invitation personnelle de M. Delancret. Il apprécie mon expertise, apparemment. » Cette confirmation des soupçons de Lefebvre était presque trop parfaite. Antoine travaillait bien avec l'ennemi. « Intéressant, » commenta Amélie. « Et depuis combien de temps cette appréciation dure-t-elle » Le visage d'Antoine se durcit. « Écoutez, petite, je ne sais pas ce que vous croyez savoir, ni pourquoi Lefebvre vous traite comme sa nouvelle coqueluche, mais vous jouez dans un monde qui vous dépasse. Mon conseil, restez à votre place. Ma place, et quelle est-elle selon vous? Certainement pas ici, parmi les professionnels. » Il s'approcha, menaçant. « Vous avez peut-être eu de la chance avec cette Maserati, mais ça ne fait pas de vous une experte. Vous n'êtes qu'une gamine des rues qui a eu un coup de chance. » Ces mots auraient pu blesser l'Amélie d'avant, mais la jeune femme qu'elle devenait se contenta de sourire. « Pourtant, c'est moi qui ai découvert les pièces contrefaites et les traceurs. Pas vous, le professionnel. » Antoine pâlit visiblement. « De quoi parlez-vous? Vous savez parfaitement de quoi je parle. La question est, êtes-vous simplement payé pour fermer les yeux ou participez-vous activement à l'installation de ces dispositifs ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, une serveuse passa entre eux, brisant momentanément leur confrontation. Quand elle s'éloigna, l'expression d'Antoine avait changé. La colère avait laissé place à une inquiétude palpable. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes engagé, » murmura-t-il. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je n'ai pas eu le choix. » Cette réponse inattendue prit Amélie au dépourvu. « Que voulez-vous dire ?» Antoine jeta un regard nerveux autour d'eux. « Je ne peux pas parler ici, mais croyez-moi, si vous savez pour... Les traceurs, vous êtes en danger. Vous et Lefebvre devriez partir maintenant. » Était-ce une ruse, ou Antoine était-il sincèrement inquiet? Amélie n'eut pas le temps d'approfondir la question, car François Lefebvre apparut au bout du couloir. « Ah, Amélie, je te cherchais !» Son regard passa d'elle à Antoine et son expression se durcit. « Mercier, je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Monsieur Lefebvre !» salua froidement Antoine, avant de s'éloigner rapidement, non sans avoir lancé un dernier regard d'avertissement à Amélie. « Que te voulait-il » demanda Lefebvre dès qu'ils furent seuls. Amélie lui rapporta leur conversation, y compris l'avertissement final d'Antoine. Lefebvre sembla troublé. « C'est étrange. S'il est complice, pourquoi nous mettre en garde? Peut-être est-il impliqué contre son gré? Il a dit qu'il n'avait pas eu le choix. » Lefebvre allait répondre quand le boîtier dans sa poche émit un léger bourdonnement. Il le sortit discrètement. La lumière était passée au vert. « Le transfert est terminé, » murmura-t-il. « Mathieu a réussi. Maintenant, sortons d'ici avant que quelqu'un ne se doute de quelque chose. »
Ils se dirigèrent vers la sortie, mais furent interceptés par Victor Delancret qui semblait les attendre. « Vous partez déjà ? La soirée commence à peine. » « Malheureusement, une urgence à la concession, » expliqua Lefebvre avec un sourire d'excuse. « Tu sais comment c'est, Victor, le devoir avant le plaisir. » Delancret les observa avec une intensité dérangeante. « Bien sûr, j'espère que ce n'est rien de grave. Peut-être un problème avec ces mystérieuses pannes qui affectent tes véhicules dernièrement. » La provocation était à peine voilée. Lefebvre garda son calme. « Rien que mon équipe ne puisse gérer, mais merci de t'en inquiéter. » Ils s'apprêtaient à continuer leur chemin, quand Delancret ajouta d'une voix basse que seuls eux pouvaient entendre « J'aurais aimé discuter plus longuement avec mademoiselle Rousseau. Elle a un don rare pour détecter ce qui ne va pas. N'est-ce pas ?» Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. Comment pouvait-il savoir? « Une autre fois peut-être, » répondit Lefebvre, plaçant une main protectrice dans le dos d'Amélie pour la guider vers l'ascenseur. Une fois les portes refermées, ils échangèrent un regard lourd de sens. « Il sait, » murmura Amélie. « Il sait ce que nous avons découvert. Ou il bluffait pour nous déstabiliser, » nuança Lefebvre. « Quoi qu'il en soit, nous devons rejoindre Mathieu au plus vite pour voir ce que contiennent ces données. » Le trajet en ascenseur leur parut interminable. Lorsqu'ils atteignirent enfin le rez-de-chaussée, ils se dirigèrent rapidement vers l'extérieur où la Ferrari attendait, fidèle à la promesse du voiturier. Alors qu'ils s'apprêtaient à monter en voiture, Amélie aperçut Antoine Mercier qui sortait précipitamment du bâtiment, parlant avec animation au téléphone. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle crut lire sur ses lèvres les mots « Partez maintenant ». « François », dit-elle en montant dans la voiture, « je crois qu'Antoine essaie vraiment de nous avertir d'un danger. Raison de plus pour ne pas traîner, » répondit-il en démarrant puissamment. La Ferrari s'élança dans la nuit lyonnaise, laissant derrière elle l'immeuble Oxygène et ses secrets. Mais alors qu'ils s'engageaient sur le pont traversant le Rhône, Amélie ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. Était-ce son imagination, ou deux phares venaient-ils de s'allumer pour les suivre? « Je crois que nous sommes suivis, » dit Amélie, ses yeux rivés sur le rétroviseur où les phares d'une voiture sombre semblaient calquer leurs mouvements avec une précision inquiétante. François Lefebvre jeta un coup d'œil rapide dans son propre rétroviseur. « Tu as raison. SUV noir, vitres teintées. Il nous colle depuis la sortie du parking. » Sans prévenir, il effectua un virage serré dans une rue adjacente, poussant la Ferrari à son plein potentiel. Le SUV ralentit à peine, avant de s'engager à leur suite, confirmant leurs soupçons. « Accroche-toi, » avertit Lefebvre en accélérant brutalement. La Ferrari bondit en avant, son moteur rugissant dans les rues désertes de Lyon. Amélie s'agrippa à son siège, partagée entre la peur et une excitation inattendue. La puissance de la voiture était enivrante et le talent de pilote de Lefebvre impressionnant. « Nous devons les semer avant de rejoindre Mathieu, » expliqua-t-il en prenant un nouveau virage à une vitesse vertigineuse. Hors de question de les conduire jusqu'à lui. Amélie acquiesça, comprenant l'enjeu. « Qui pensez-vous que ce soit, les hommes de Delancret ?»« Probablement. À moins qu'Antoine n'ait alerté quelqu'un d'autre. » Il manœuvra habilement pour éviter un taxi, puis s'engouffra dans une ruelle étroite où le SUV aurait du mal à les suivre. Le message sur ton téléphone, il venait peut-être de lui. Cette hypothèse faisait sens. Antoine Mercier, pris dans un engrenage qu'il ne maîtrisait plus, tentait peut-être de les protéger à sa manière. Mais de quoi exactement? Et pourquoi travaillait-il pour Delancret s'il semblait si inquiet des conséquences? Le SUV avait momentanément disparu de leur vue, mais Lefebvre ne ralentit pas pour autant. Il slalomait entre les voitures avec une précision chirurgicale, utilisant chaque ruelle, chaque carrefour pour créer de la distance entre eux et leurs poursuivants. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, » dit Amélie, s'efforçant de garder une voix calme, malgré les embardées de la voiture. « Si Antoine est impliqué mais réticent, pourquoi ne pas simplement dénoncer Delancret? Qu'est-ce qui le retient? Chantage, peut-être, ou menace. » Lefebvre négociait maintenant les quais du Rhône, profitant de la ligne droite pour mettre toute la puissance du V12 à contribution. Les hommes, comme Delancret, ont toujours des moyens de pression. Ils traversèrent le fleuve par le pont de la Guillotière, puis Lefebvre engagea la Ferrari dans un dédale de petites rues du vieux Lyon. Les ruelles médiévales, à peine assez larges pour laisser passer leurs voitures, constituaient un labyrinthe
parfait pour semer d'éventuels poursuivants. Après plusieurs minutes de cette course folle, Lefebvre ralentit enfin, scrutant les rétroviseurs avec attention. « Je crois que nous les avons perdus, » dit-il, la respiration encore rapide sous l'effet de l'adrénaline. « Mais nous ne pouvons pas retourner directement chez Mathieu, il pourrait nous repérer à nouveau. Que suggérez-vous » Il réfléchit un instant. « Nous allons changer de voiture. J'ai un garage privé près de la place Bellecour. Personne ne connaît son existence, pas même mes plus proches collaborateurs. » Le garage en question se révéla être une discrète porte automatique dissimulée sous un immeuble haussmannien. Lefebvre actionna une télécommande et ils s'engouffrèrent dans un espace souterrain où plusieurs véhicules étaient alignés, tous moins ostentatoires que la Ferrari, mais visiblement tout aussi performants. « Ma collection personnelle », expliqua-t-il en garant soigneusement la voiture de sport. « Peu de gens savent que j'ai une passion pour les véhicules discrets mais puissants. » Il choisit une berline allemande aux lignes sobres mais élégantes, une Audi RS7 gris anthracite dont les vitres teintées offraient l'anonymat qu'il recherchait. « Maintenant, nous pouvons rejoindre Mathieu, » dit-il en s'installant au volant. « Mais restons vigilants. » Le trajet vers les monts du Lyonnais se déroula sans incident, mais la tension restait palpable. Amélie serrait contre elle le sac contenant l'ordinateur portable, consciente de la valeur potentielle des informations qu'il renfermait désormais. Lorsqu'ils arrivèrent finalement chez Mathieu Beaulieu, la nuit était bien avancée. L'ancien agent de la DGSE les accueillit en robe de chambre, mais son regard vif démentait toute fatigue. « J'ai suivi votre petit balai à distance, » dit-il en les conduisant vers son bureau. « Le traceur a parfaitement fonctionné. J'ai reçu des données très intéressantes. Sur ces écrans s'affichaient des graphiques complexes, des listes de coordonnées GPS et ce qui ressemblait à des schémas techniques. » Alors, pressa Lefebvre, « qu'as-tu découvert ?»« Bien plus que ce que nous espérions, » répondit Mathieu avec un sourire satisfait. « Ces traceurs ne se contentent pas de suivre les voitures. Ils collectent des données sur les habitudes de conduite, les conversations dans l'habitacle, et ils peuvent même prendre le contrôle de certaines fonctions du véhicule à distance. »« Comme je le craignais, » murmura Lefebvre. « Mais ce n'est pas tout, » continua Mathieu en faisant défiler plusieurs écrans. « J'ai pu accéder à leur base de données clients. Devine qui sont les cibles privilégiées ?»« Des personnalités importantes, des hommes d'affaires, » suggéra Amélie. « Exactement. Mais pas n'importe lesquels. » Il afficha une liste de noms. Des dirigeants d'entreprises concurrentes de Delancret, des responsables politiques impliqués dans la régulation de l'industrie automobile, des journalistes spécialisés, de l'espionnage industriel et politique à grande échelle, conclut pas. Lefebvre, visiblement ébranlé par l'ampleur de la découverte. « Et voici le plus inquiétant, » poursuivit Mathieu en ouvrant un nouveau fichier. « J'ai trouvé des correspondances entre Delancret et une entité appelée Groupe Lazarus. Les messages sont codés, mais j'ai pu déchiffrer certains passages. Ils évoquent des interventions planifiées sur des véhicules spécifiques. »« Interventions » répéta Amélie. « Vous voulez dire des accidents provoqués ?» Le silence qui suivit était éloquent. Ce qu'ils avaient découvert dépassait largement le cadre d'une simple fraude commerciale. C'était un complot aux ramifications potentiellement meurtrières. « Il y a autre chose, » ajouta Mathieu après un moment. « J'ai trouvé des références répétées à un certain Mercier. Apparemment, il fournit des informations internes sur les véhicules Lefebvre, mais les messages suggèrent qu'il est réticent, qu'il pose problème. « Antoine, » murmura Lefebvre. « Il est impliqué mais contre son gré comme Amélie le soupçonnait. L'un des messages mentionne une assurance qu'ils détiennent contre lui, quelque chose qui le force à coopérer. » Amélie repensa à sa brève conversation avec Antoine, à son avertissement pressant. Il a dit qu'il n'avait pas eu le choix. Que croyez-vous qu'ils aient contre lui? Lefebvre secoua la tête. « Je l'ignore. Antoine est un homme simple, passionné par son métier. Il a une fille unique qu'il élève seule depuis le décès de sa femme. » Il s'interrompit brusquement, une lueur de compréhension traversant son regard. « Sa fille, Mathilde. Elle souffre d'une maladie rare qui nécessite des traitements coûteux. Je lui ai accordé des avances sur salaire plusieurs fois, mais j'ignorais que la situation était si grave. Delancret finance peut-être ses soins. En échange de sa coopération, suggéra Amélie. Ou pire, il menace d'interrompre cette aide si Antoine ne collabore pas,
compléta Mathieu. C'est un levier de pression imparable. Lefebvre semblait profondément affecté par cette révélation. J'aurais dû être plus attentif. Si j'avais su, vous ne pouviez pas deviner, le rassura Amélie. Et maintenant, que faisons-nous? Nous avons les preuves, mais elles ont été obtenues, disons de manière non conventionnelle. Les tribunaux n'accepteront jamais ces données comme preuves, confirma Mathieu, mais la police pourrait s'en servir pour ouvrir une enquête officielle, à condition que nous trouvions un moyen légal de justifier leurs soupçons. Un silence pensif s'installa tandis qu'ils réfléchissaient à leur prochaine action. Ce fut Amélie qui rompit finalement ce silence. « Et si nous utilisions leur propre méthode contre eux ?» proposa-t-elle. « Les traceurs peuvent prendre le contrôle des fonctions du véhicule à distance, n'est-ce pas? Que se passerait-il si l'un de ces dispositifs activait une fonction visible, comme les phares ou l'alarme, en plein jour devant témoins? Cela pourrait justifier une inspection qui révélerait naturellement le dispositif. » Mathieu la regarda avec un respect nouveau. « C'est brillant, simple mais efficace. Nous pourrions même faire en sorte que cela se produise lors d'un contrôle routier devant des policiers. Mais pour cela, il faudrait avoir accès au système de contrôle des traceurs, objecta Lefebvre. « J'y travaille déjà, » sourit Mathieu en se tournant vers ses écrans. « La connexion que nous avons établie m'a permis d'identifier leur protocole de communication. Avec un peu de temps, je devrais pouvoir pirater leur propre système. » Tandis que Mathieu s'affairait sur son clavier, Amélie s'approcha de Lefebvre qui s'était légèrement écarté, visiblement troublé. « Vous pensez à Antoine, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. « Je me sens responsable. Il a travaillé pour moi pendant 15 ans et je n'ai pas su voir sa détresse. Maintenant, il est pris dans un engrenage dont il ne peut s'échapper. »« Nous pouvons encore l'aider, » affirma Amélie. « Une fois de l'encré exposé, Antoine sera libéré de son emprise. J'espère que tu as raison. Mais j'aurais dû être plus présent, plus attentif aux besoins de mes employés. » Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Tu m'as ouvert les yeux sur bien des choses, Amélie, pas seulement sur cette affaire, mais sur ma façon de diriger mon entreprise. » Cette confession inattendue la toucha profondément. François Lefebvre n'était pas l'homme d'affaires froid et calculateur qu'elle avait d'abord imaginé. Sous son vernis de réussite et de confiance se cachait une humanité réelle, une capacité à reconnaître ses erreurs. « J'ai quelque chose !» s'exclama soudain Mathieu, les ramenant à la réalité immédiate. « J'ai réussi à accéder à leur interface de contrôle. Je peux maintenant activer n'importe quel traceur à distance. » Il afficha une carte où des dizaines de points lumineux représentaient des véhicules équipés des dispositifs. « Il nous faut choisir une cible judicieuse, idéalement une voiture qui serait facilement accessible aux autorités. » Ils étudièrent la carte ensemble, cherchant le candidat parfait pour leur plan. Soudain, Amélie pointa un point spécifique. « Celle-ci, elle est stationnée devant le commissariat central de Lyon. »« Parfait, » approuva Mathieu, « mais attendons le matin. Il nous faut un maximum de témoins et, idéalement, des journalistes à proximité. »« Le point presse hebdomadaire du préfet, » suggéra Lefebvre. « Il a lieu demain à 10 heures justement au commissariat central. Il y aura des caméras, des journalistes. » « Alors c'est décidé, » conclut Mathieu. « Demain à 10 heures précises, nous déclenchons l'alarme et les phares de cette voiture. Le chaos qui s'ensuivra devrait naturellement mener à une inspection approfondie du véhicule. » Un plan se dessinait, offrant enfin une issue à cette dangereuse affaire. Mais alors qu'ils finalisèrent les détails, le téléphone sécurisé d'Amélie vibra. Un message d'un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. « Ils savent pour Mathieu. Quittez sa maison immédiatement. Rendez-vous au Café des Artistes, Croix-Rousse, demain 8 heures. Venez seul. A.M. » Antoine Mercier. L'avertissement était clair et urgent. « Nous devons partir, » dit-elle en montrant le message à Lefebvre et Mathieu. « Ils ont dû nous suivre malgré nos précautions. » Mathieu ne perdit pas une seconde. Il activa un système de sécurité sophistiqué, ferma ses ordinateurs portables qu'il glissa dans un sac, puis les conduisit vers une sortie dérobée à l'arrière de la propriété. « J'ai une planque en ville, dit-il, un appartement sous un nom d'emprunt. Nous y serons en sécurité pour la nuit. » Ils montèrent dans l'Audi de Lefebvre et s'éloignèrent rapidement, phare éteint, dans l'obscurité des collines. Amélie se retourna pour observer la maison qui disparaissait derrière eux, juste à temps pour apercevoir des phares qui s'allumaient à l'entrée de la propriété. « Ils sont là.
murmura-t-elle. Lefebvre accéléra, s'enfonçant dans la nuit par des routes secondaires que Mathieu lui indiquait. L'ancien agent connaissait visiblement la région comme sa poche, les guidant par un dédale de chemins forestiers qui semblaient invisibles dans l'obscurité. « Comment ont-ils pu nous retrouver ?» demanda Amélie, tendue à l'extrême. « La Ferrari, » répondit Mathieu. « Elle devait avoir un traceur, elle aussi. Ils ont simplement suivi son signal jusqu'à mon domicile. » Cette explication logique ne faisait qu'accentuer le sentiment d'Amélie d'être prise dans une toile d'araignée dont les fils se resserraient inexorablement. Même en prenant toutes les précautions, ils semblaient toujours un pas derrière leurs adversaires. Après un trajet tendu d'1 heure, ponctué de détours et de changements de direction pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis, ils arrivèrent finalement dans un quartier résidentiel anonyme de la banlieue lyonnaise. Mathieu les guida vers un immeuble sans caractère particulier, puis vers un appartement au 3e étage. L'intérieur était spartiate, mais fonctionnel, visiblement un lieu de repli plutôt qu'une résidence habituelle. Mathieu verrouilla soigneusement la porte, puis vérifia que les rideaux étaient bien tirés avant d'allumer la lumière. « Nous devrions être en sécurité ici pour la nuit, dit-il. Demain, nous mettrons notre plan à exécution, et avec un peu de chance, cette affaire sera bientôt entre les mains des autorités. » Malgré cette assurance, aucun d'eux ne semblait vraiment détendu. La menace invisible qui planait sur eux était trop réelle, trop proche. « Je devrais rencontrer Antoine comme il le demande, » dit Amélie après un moment de réflexion. « Il pourrait avoir des informations cruciales. »« C'est trop risqué, » objecta immédiatement Lefebvre. « Ça pourrait être un piège. »« Je ne crois pas. Il nous a déjà avertis 2 fois et il précise de venir seul. Il a probablement peur d'être vu avec vous. »« Justement, s'il a si peur, c'est que le danger est réel. » Amélie resta ferme. « C'est notre meilleure chance d'en savoir plus sur l'emprise que Delancret a sur lui, et peut-être de comprendre l'étendue complète du complot. » Lefebvre et Mathieu échangèrent un regard, visiblement réticents mais conscients de la logique de son argument. « Si tu y vas, » céda finalement Lefebvre, « ce sera avec des précautions extrêmes. Mathieu et moi serons à proximité, prêts à intervenir au moindre signe de danger. » Amélie acquiesça, reconnaissante de leur confiance, mais également déterminée à affronter cette rencontre avec courage. Quelque chose lui disait qu'Antoine Mercier détenait une pièce essentielle du puzzle, une information qui pourrait tout changer. Cette nuit-là, allongée sur le canapé convertible de l'appartement de secours, Amélie repensa au chemin parcouru depuis qu'elle avait posé les yeux sur cette Ferrari rouge dans la vitrine de Lefebvre Automobile. En quelques jours à peine, sa vie avait basculé, l'entraînant dans une aventure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. De simple observatrice, elle était devenue actrice principale d'un drame aux enjeux considérables. Et quelque part, au fond, d'elle, malgré le danger et l'incertitude, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. Demain apporterait son lot de risques et de révélations. Mais pour la première fois de sa vie, Amélie Rousseau n'affronterait pas ces défis seule. Elle avait trouvé des alliés, peut-être même des amis, qui croyaient en elle et en son talent unique. Avec cette pensée réconfortante, elle ferma les yeux, laissant le sommeil l'emporter vers des rêves où les moteurs chantaient des mélodies parfaites et où les routes s'ouvraient vers un horizon plein de promesses. L'aube se levait à peine sur Lyon lorsqu'Amélie ouvrit les yeux. Dans l'appartement de repli, Mathieu travaillait déjà sur ses ordinateurs, peaufinant leur plan pour activer à distance le traceur de la voiture garée devant le commissariat. François Lefebvre, quant à lui, semblait n'avoir pas dormi, son visage marqué par la fatigue et la tension. « Bien dormi ?» demanda-t-il en tendant à Amélie une tasse de café fumant. « Mieux que vous, apparemment, » répondit-elle avec un sourire compatissant. « Vous auriez dû vous reposer. » Trop de pensées. Il s'assit face à elle. « Je m'inquiète pour cette rencontre avec Antoine. Si c'est un piège. »« Je serai prudente, » promit Amélie, « et vous serez à proximité. Mais je dois y aller. Je sens qu'Antoine veut vraiment nous aider. » Lefebvre acquiesça à contre-cœur. « Tu as un instinct remarquable pour juger les gens. J'espère qu'il ne te trahira pas cette fois. » La matinée avançait rapidement. À 7h30, Amélie était prête à partir pour son rendez-vous à la Croix-Rousse. Elle avait troqué la robe élégante de la veille contre une tenue plus décontractée, mieux adaptée au quartier bohème où elle se rendait. Mathieu lui remit un petit dispositif de communication. « Une oreillette indétectable », expliqua-t-il.
Nous entendrons tout, et tu pourras nous parler discrètement si nécessaire. Bon sang, je me croirais revenu 20 ans en arrière, en pleine mission de terrain. Le Café des Artistes se trouvait sur la place de la Croix-Rousse, un lieu animé même à cette heure matinale. Ces terrasses accueillaient déjà quelques habitués, sirotant leur café en lisant le journal. Amélie s'installa à une table en extérieur, commandant un chocolat chaud pour se donner contenance. De là, elle pouvait observer les alentours sans être trop visible. « Je suis en place », murmura-t-elle pour Lefebvre et Mathieu qui surveillaient. Depuis leur voiture, garée un peu plus loin. « Nous te voyons », confirma la voix de Lefebvre dans son oreille. Aucun signe d'Antoine pour l'instant. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante. 8 heures passèrent, puis 8h15. Amélie commençait à craindre qu'Antoine ne vienne pas quand elle aperçut une silhouette familière qui approchait, scrutant nerveusement les alentours. « Il est là », chuchota-t-elle. « Il semble seul mais très nerveux. » Antoine Mercier s'assit face à elle sans préambule, son regard constamment en mouvement. « Merci d'être venu, » dit-il à voix basse, « et merci d'être venu seul. » « Je ne suis pas vraiment seul, » admit Amélie préférant la franchise. Lefebvre et un ami sont à proximité. Antoine eut un sourire crispé. « Je m'en doutais. C'est mieux ainsi en fait. Ce que j'ai à vous dire les concerne aussi. » Il se pencha en avant. « Vous avez découvert les traceurs. Vous savez donc pour Delancret et son opération d'espionnage. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Que voulez-vous dire? Delancret n'est qu'un maillon dans une chaîne bien plus grande. Le groupe Lazarus, il l'appelle. Une organisation internationale qui s'intéresse aux données que ces traceurs récoltent. Déplacement de personnalités influentes, conversations privées, habitudes. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pour quel objectif? Chantage, manipulation, influence. Qui contrôle l'information contrôle le pouvoir. Antoine sortit discrètement un petit disque dur de sa poche. J'ai copié des fichiers depuis les serveurs de Delancret, des preuves de tout ce que je vous dis, et bien plus encore. La liste complète des véhicules équipés, les cibles prioritaires, les interventions planifiées. Pourquoi nous aider maintenant? Pourquoi pas avant? Demanda Amélie, tout en sachant que Lefebvre et Mathieu écoutaient attentivement. Le visage d'Antoine s'assombrit. Ma fille, Mathilde, elle souffre d'une maladie rare. Les traitements coûtent une fortune, bien au-delà de ce que je pouvais payer avec mon salaire. Delancret a proposé de financer intégralement ses soins en échange de ma coopération. Il vous a fait chanter. Au début, il ne s'agissait que d'informations sur les nouveaux modèles de Lefebvre, des détails techniques, des stratégies commerciales. Puis il m'a demandé d'installer les premières pièces contrefaites. Quand j'ai voulu refuser, il a menacé non seulement d'arrêter de payer les traitements de Mathilde, mais aussi de s'assurer qu'elle ne serait admise dans aucun hôpital de la région. Amélie pouvait sentir la douleur et la culpabilité dans chaque mot d'Antoine. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi nous aider maintenant au risque de tout perdre? Parce que ça a dépassé les limites. Antoine baissa encore la voix. Les interventions dont je parlais, ce sont des accidents provoqués à distance grâce aux traceurs. Ils peuvent désactiver les freins, couper la direction assistée, accélérer brutalement. 3 personnes ont déjà été grièvement blessées. Je ne peux plus être complice de ça, même pour ma fille. Dans l'oreillette, Amélie entendit Lefebvre jurer doucement. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Que comptez-vous faire ?» J'ai arrangé la fuite de Mathilde vers la Suisse. Une clinique spécialisée à Genève a accepté de la prendre en charge, loin de l'influence de Delancret. Elle est partie hier soir avec ma sœur. Il poussa le disque dur vers Amélie. « Prenez ceci. Utilisez-le pour arrêter Delancret et ses complices. C'est ma façon de réparer une partie du mal que j'ai fait. » Amélie prit le disque dur, consciente de sa valeur inestimable. « Vous devriez venir avec nous. Vous témoignerez. Vous serez protégé. » Antoine secoua la tête avec un sourire triste. « C'est trop tard pour moi. J'ai fait des choses impardonnables, même si c'était pour sauver ma fille. Je vais... » Il s'interrompit brusquement, son regard fixé sur quelque chose derrière Amélie. Son visage se décomposa. « Ils sont là, » murmura-t-il. « Partez. Maintenant. » Amélie se retourna discrètement. 2 hommes à l'allure de garde du corps scrutaient la terrasse du café. Il ne les avait pas encore repérés, mais ce n'était qu'une question de secondes.
Ils nous ont suivis, dit Antoine, sa voix à peine audible. J'espérais avoir brouillé les pistes. François, Mathieu, murmura Amélie dans son oreillette. Nous avons de la compagnie. 2 hommes à l'entrée du café. On arrive, répondit immédiatement Lefebvre. Essaie de gagner du temps. Mais, avant qu'ils ne puissent intervenir, l'un des hommes aperçut Antoine et donna un coup de coude à son collègue. Ils commencèrent à avancer vers leur table. « Allez-vous-en » insista Antoine en se levant. « Je vais les retenir. Prenez le disque et rejoignez Lefebvre. C'est notre seule chance d'arrêter tout ça. »« Je ne peux pas vous abandonner, » protesta Amélie. « Vous le devez. » Le regard d'Antoine était désormais résolu, presque serein. « J'ai fait mon choix. Pour Mathilde, pour tous ceux que j'ai mis en danger. C'est ma rédemption. » Sans attendre sa réponse, il se dirigea droit vers les 2 hommes, attirant délibérément leur attention. Amélie en profita pour se glisser dans la direction opposée, le cœur battant à tout rompre. Elle entendit des éclats de voix derrière elle, mais ne se retourna pas, concentrée sur sa fuite. Elle slaloma entre les tables, puis s'engouffra dans une des célèbres traboules de la Croix-Rousse, ces passages couverts qui traversent les immeubles, héritage des Canutes, les tisserands lyonnais. C'était son territoire, ces raccourcis labyrinthiques qu'elle connaissait par cœur après des années à errer dans le quartier. « Je suis dans les traboules », informa-t-elle Lefebvre et Mathieu. « Rendez-vous place des terreaux, devant la fontaine. » Bartholdi. Elle émergea quelques minutes plus tard sur la place des terreaux, haletante mais soulagée de voir l'Audi de Lefebvre qui l'attendait. Elle s'y engouffra rapidement. « Antoine » demanda immédiatement Lefebvre en démarrant. « Il s'est sacrifié pour nous faire gagner du temps. » Amélie montra le disque dur. « Mais il nous a donné ça, toutes les preuves dont nous avons besoin. » Contre de Lancret et ce mystérieux groupe Lazarus. Mathieu prit le disque avec précaution. S'il contient ce qu'Antoine prétend, c'est une mine d'or, mais nous devons agir vite. Dès que de Lancret comprendra ce qu'Antoine a fait, il tentera de détruire toutes les preuves restantes. Notre plan initial reste valable, décida Lefebvre. Nous déclenchons l'alarme de la voiture devant le commissariat à 10 heures pendant le point presse. Mais maintenant, nous avons bien plus à leur offrir. Ils se dirigèrent vers le centre-ville, Mathieu travaillant déjà sur son ordinateur portable pour explorer le contenu du disque dur. Son visage s'éclairait à mesure qu'il découvrait l'étendue des informations qu'Antoine avait réussi à extraire. « C'est incroyable », murmura-t-il. « Il y a tout ici. Les codes d'accès au système de contrôle des traceurs, les noms des membres, du groupe Lazarus, les transactions financières. Antoine a risqué bien plus que sa carrière pour obtenir ces données. » Amélie pensait à l'homme qui venait probablement de sacrifier sa liberté, peut-être même davantage, pour réparer ses erreurs. Malgré ses actes répréhensibles, Antoine Mercier avait finalement choisi le bon chemin, poussé par l'amour de sa fille et un sens moral tardivement réveillé. À 9h45, ils étaient positionnés non loin du commissariat central de Lyon, observant les journalistes qui commençaient à s'installer pour le point presse du préfet. Comme prévu, une voiture de luxe, une Bentley Continental, était garée juste devant l'entrée, son propriétaire probablement à l'intérieur pour une raison ou une autre. « C'est notre cible », confirma Mathieu en vérifiant son ordinateur. Selon les données d'Antoine, cette Bentley appartient à un conseiller ministériel qui devait rencontrer le préfet ce matin. Elle est équipée d'un des traceurs les plus sophistiqués. À 10 heures précises, alors que le préfet s'installait devant les micros et les caméras, Mathieu activa une commande sur son ordinateur. Instantanément, l'alarme de la Bentley se déclencha, stridente et impossible à ignorer. Simultanément, ses phares se mirent à clignoter frénétiquement, créant un spectacle qui attira immédiatement l'attention de tous les présents. La confusion qui s'ensuivit était exactement ce qu'ils espéraient. Des policiers s'approchèrent du véhicule, tentant de comprendre ce qui se passait. Les caméras des journalistes, initialement braquées sur le préfet, se tournèrent vers cette perturbation inattendue. « Phase 2 », murmura Mathieu en activant une nouvelle commande. Le coffre de la Bentley s'ouvrit brusquement, révélant son contenu aux yeux de tous. C'était le signal pour Lefebvre d'intervenir. Il sortit de l'Audi et s'avança d'un pas décidé vers le groupe de policiers qui examinaient maintenant le véhicule avec perplexité. « Officier », déclara-t-il d'une voix forte, s'assurant que les journalistes pouvaient l'entendre. « Je suis
François Lefebvre, PDG de Lefebvre Automobile. Ce que vous voyez n'est pas un simple dysfonctionnement. Cette voiture a été équipée d'un dispositif de surveillance illégal, capable de prendre le contrôle du véhicule à distance. Et j'ai des preuves que des dizaines d'autres véhicules de personnalités influentes ont été pareillement modifiés, mettant leur vie en danger. Les caméras se tournèrent immédiatement vers lui, capturant chaque mot de cette déclaration explosive. Le préfet, abandonnant son pupitre, s'approcha rapidement, visiblement déconcerté par cette interruption spectaculaire. « Monsieur Lefebvre, qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda-t-il. « Cela signifie, monsieur le préfet, que nous avons découvert un complot d'espionnage et de sabotage à grande échelle, orchestré par Victor Delancret et une organisation internationale connue sous le nom de Groupe Lazarus. » Lefebvre fit signe à Amélie et Mathieu de les rejoindre. « Nous disposons de toutes les preuves nécessaires pour étayer ces accusations, y compris les noms des personnes ciblées et les détails techniques des dispositifs utilisés. » Les événements s'enchaînèrent ensuite à une vitesse vertigineuse. Des experts de la police technique et scientifique furent appelés pour examiner la Bentley. Le propriétaire du véhicule, livide en apprenant qu'il avait été espionné, exigeait des explications. Les journalistes, sentant le scoop du siècle, bombardaient Lefebvre de questions. Amélie observait cette scène surréaliste avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. En l'espace de quelques jours, elle était passée de l'anonymat des rues à l'épicentre d'un scandale national. Et pourtant, malgré l'agitation qui l'entourait, ses pensées allaient vers Antoine Mercier, espérant qu'il avait réussi à échapper aux hommes de Delancret. 2 heures plus tard, ils étaient installés dans le bureau du chef de la police judiciaire, expliquant en détail leur découverte. Mathieu, avec son passé dans les services spéciaux, apportait une crédibilité supplémentaire à leur témoignage. Les données fournies par Antoine étaient si complètes et si accablantes que des mandats d'arrêt furent immédiatement émis contre Victor Delancret et plusieurs de ses associés. « Qu'en est-il d'Antoine Mercier ?» demanda Amélie au commissaire. « Il nous a fourni ces informations au péril de sa vie. Sans lui, nous n'aurions jamais pu démanteler cette organisation. »« Nous avons lancé des recherches, » répondit l'officier. « S'il se présente de lui-même, sa coopération sera prise en compte, mais il reste complice des actes criminels commis. » « Il a été contraint, » intervint Lefebvre. Sa fille gravement malade était l'otage moral de Delancret. Dès qu'il a pu la mettre en sécurité, il nous a tout révélé, sachant parfaitement les risques qu'il prenait. Le commissaire hocha la tête, notant ces informations. Nous en tiendrons compte. Pour l'instant, notre priorité est d'appréhender Delancret avant qu'il ne quitte le pays. Cette opération ne tarda pas. En fin d'après-midi, les informations télévisées montraient Victor Delancret, menotté, escorté hors de ses bureaux par des policiers. Son visage, habituellement si composé, affichait maintenant une rage impuissante. D'autres arrestations suivirent rapidement, démantelant méthodiquement le réseau qu'il avait établi. Pour Amélie, ces images marquaient la conclusion d'une aventure extraordinaire, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. Assise dans le bureau de François Lefebvre, regardant les informations sur un écran mural, elle réalisait à peine l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli. « À quoi penses-tu » demanda Lefebvre, interrompant ses réflexions. « À tout ce qui s'est passé depuis que j'ai regardé par la vitrine de votre concession, » répondit-elle avec un léger sourire. « Ma vie a complètement changé en quelques jours. Pour le mieux, j'espère ?»« Définitivement. Mais je m'inquiète pour Antoine. Et aussi, je me demande ce qui va se passer maintenant pour moi. » Lefebvre la regarda longuement, comme s'il pesait soigneusement ses prochaines paroles. « J'ai une proposition à te faire, Amélie. Une proposition qui pourrait donner un sens à tout ce que nous avons traversé. » Il lui expliqua son idée. Créer au sein de Lefebvre Automobile une division spéciale dédiée à la sécurité des véhicules qui développerait des technologies pour protéger les conducteurs contre les menaces électroniques. Il voulait qu'Amélie en soit la consultante principale, apportant son regard unique et son talent exceptionnel. « Je ne suis pas ingénieur, » objecta-t-elle. « Je n'ai même pas de diplôme. Tu as quelque chose de bien plus précieux, un don naturel et une intuition que aucune école ne peut enseigner. Et ne t'inquiète pas pour ta formation, je financerai tous les cours dont tu auras besoin. » La proposition était vertigineuse.
offrant à Amélie une perspective qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques jours plus tôt. Un avenir stable, un travail qui utiliserait ses talents uniques, une chance de transformer sa passion en carrière. Et ce n'est pas tout, continua Lefebvre. J'ai également l'intention de créer une fondation pour aider les jeunes des quartiers défavorisés à accéder à des formations techniques. Je voudrais que tu y participes, que tu partages ton expérience, que tu montres à ces jeunes qu'on peut réussir même quand on part de rien. Amélie sentit l'émotion lui nouer la gorge. Cette opportunité représentait bien plus qu'un simple emploi, c'était une reconnaissance de sa valeur, une chance de redonner ce qu'elle avait reçu. « J'accepte », dit-elle simplement. Pour les deux propositions. Lefebvre sourit, visiblement soulagé et heureux de sa réponse. « Parfait. Nous commencerons dès que cette affaire sera complètement résolue. » Comme pour répondre à cette pensée, le téléphone sonna. C'était le commissaire, avec des nouvelles d'Antoine Mercier. Il s'était présenté de lui-même au commissariat, prêt à assumer les conséquences de ses actes, mais déterminé à témoigner contre Delancret et le groupe Lazarus. Sa coopération sera prise en compte, assura le commissaire, et le juge sera informé des circonstances atténuantes. Sa fille est bien en sécurité en Suisse, nous l'avons confirmé. Cette nouvelle apporta un soulagement palpable. Antoine avait choisi la voie difficile mais honorable, cherchant la rédemption plutôt que la fuite. Le lendemain, alors que l'affaire faisait la une de tous les journaux, Amélie retourna pour la première fois dans les rues qui avaient été son foyer pendant si longtemps. Elle marchait d'un pas différent maintenant, la tête haute, consciente du chemin parcouru et de celui qui s'ouvrait devant elle. Sur le pont Bonaparte, elle s'arrêta pour contempler la Saône, qui coulait paisiblement. Lyon s'étendait autour d'elle, familière mais vue désormais sous un jour nouveau. Cette ville qu'il avait ignorée pendant des années allait maintenant devenir le théâtre de sa transformation. Son téléphone vibra, un message de Lefebvre, l'informant qu'un appartement avait été préparé pour elle, dans le quartier de la Confluence, en attendant qu'elle décide où elle souhaitait s'installer définitivement. Un autre message suivit, de Mathieu cette fois, lui proposant des cours privés d'informatique et d'électronique pour compléter son talent naturel avec quelques connaissances théoriques. Ces gestes de soutien la touchaient profondément. Mais ce qui la bouleversa réellement fut le dernier message, provenant d'un numéro inconnu. « Mathilde est en sécurité et répond bien au traitement. Merci pour tout. Quoi qu'il m'arrive, sachez que vous avez changé nos vies. Continuez à utiliser votre don pour faire le bien. A.M. » Les larmes aux yeux, Amélie rangea son téléphone et reprit sa marche. Le chemin qui s'ouvrait devant elle était rempli de promesses, mais aussi de responsabilités. Son talent exceptionnel, qui lui avait permis de survivre dans les rues, allait maintenant servir à protéger des vies, à ouvrir des portes pour d'autres jeunes comme elle, à transformer des destins. 6 mois plus tard, la première promotion de la Fondation Rousseau-Lefebvre célébrait l'obtention de ses certificats de formation en mécanique automobile. Parmi les diplômés se trouvait une jeune fille des rues que Amélie avait personnellement recrutée après l'avoir surprise, en train d'observer avec fascination les voitures à travers la vitrine de la concession. L'histoire se répétait, mais cette fois avec une fin différente. Le cycle de la misère était brisé, remplacé par un cercle vertueux d'opportunités et de secondes chances. Quant à Antoine Mercier, sa coopération exemplaire lui avait valu une peine réduite. Et Lefebvre avait promis qu'un poste l'attendrait à sa sortie, ainsi qu'un soutien continu pour les soins de Mathilde. Le soir de la remise des diplômes, alors que les élèves et leurs familles célébraient leur réussite, Amélie s'éclipsa, un moment sur la terrasse. La nuit était douce et les lumières de Lyon scintillaient comme autant d'étoiles terrestres. François Lefebvre la rejoignit, 2 coupes de champagne à la main. « À la réussite de notre première promotion », dit-il en lui tendant un verre, « et à toutes celles qui suivront », compléta Amélie en trinquant. Ils contemplèrent la ville en silence, savourant ce moment de calme après des mois d'activité intense. « Tu sais, dit finalement Lefebvre, quand je t'ai vu ce premier jour scrutant cette Ferrari à travers la vitrine, j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait suivre. »« Moi non plus, » sourit Amélie. « Je cherchais juste à comprendre. Pourquoi tant de vos voitures tombaient en panne? Et tu as fini par démasquer un complot international.
transformer mon entreprise et changer la vie de dizaines de jeunes. Avec votre aide, précisa-t-elle, je n'aurais rien pu faire seul. Lefebvre secoua la tête. Ne sous-estime jamais. Ton rôle, Amélie, tu as été le catalyseur de tout ce changement. Ton talent, ton courage, ta détermination, ce sont des qualités rares. Ses compliments la touchaient toujours autant, même après ces mois de collaboration. Elle, qui avait passé tant d'années invisible aux yeux du monde, apprenait encore à accepter la reconnaissance de sa valeur. « Que dirais-tu d'aller admirer cette Ferrari rouge qui a tout déclenché ?» proposa soudain Lefebvre. « Elle est toujours dans la vitrine, tu sais. Je l'ai gardée comme un talisman. » Amélie acquiesça avec enthousiasme. Revoir cette voiture qui avait changé sa destinée serait comme boucler la boucle, honorer le chemin parcouru tout en célébrant celui qui restait à explorer. Alors qu'ils quittèrent la terrasse pour rejoindre la fête, Amélie réalisa que son don pour comprendre les moteurs lui avait finalement offert bien plus qu'une simple compétence technique. Il lui avait permis de réparer sa propre vie, pièce par pièce, jusqu'à créer un ensemble harmonieux où chaque composant trouvait enfin sa place. Et comme tous les bons mécaniciens le savent, une machine bien réglée peut fonctionner indéfiniment, tant qu'on prend soin d'elle avec passion et respect.